Le sport, c'est un truc qui n'a pas de frontières. C'est peut-être la seule chose au monde capable de créer un sentiment d'appartenance aussi puissant. Du jour au lendemain, on se retrouve à choisir son camp. On vit et on respire pour un joueur plutôt qu'un autre, pour une équipe plutôt qu'une autre. Et voir un public entier retenir son souffle, puis exploser de joie à la seconde où vient de se passer une action incroyable. C'est terriblement fou. Mais est-ce que vous avez conscience que parmi tous les sports, il y en a un qui est vraiment à un tout autre niveau ? Ouais, on va parler football. Il n'y a pas vraiment un sport qui arrive à la popularité du football et c'est pas un avis personnel. Genre si je prends un graphique des sports les plus visionnés, le football est très largement devant, avec le basket ou le cricket juste derrière. Quelqu'un s'est déjà demandé mais pourquoi ce sport en particulier ? Au début je pensais que le football était le sport numéro 1, le sport le plus médiatisé, parce qu'il est le sport le plus vieux. Et puis j'ai fait des recherches et waouh, le football est si jeune comparé à d'autres sports. La course est plus vieille, la lutte aussi, le lancer de javelot, le hockey. Et c'est vrai qu'on a des pratiques sportives qui existent depuis des milliers d'années. On a eu des Jeux Olympiques grecs en 776 avant Jésus-Christ, sauf qu'il n'y avait pas de football. Mais on va pas me faire croire que les ballons n'existaient pas. Si on jouait déjà au hockey avec des crosses et une toute petite balle en 600 avant Jésus-Christ, il y a bien eu quelqu'un qui s'est dit tiens je vais enlever la crosse et juste jouer avec le ballon. Les premiers à avoir fait ça, c'est la Chine. Et eux appelaient ça le kuju. Littéralement c'est du football, il faut envoyer la balle dans un filet sans utiliser ses mains. Littéralement c'est du football, voyons voir à quoi ça ressemble. Peut-être pas vraiment. Mais alors en Europe, à la même période, on avait notre propre version du kuju, non ? Non. Non, à cette époque en Europe, on préfère se taper comme des bourrins, se battre, ou à la limite courir. Mais si je vous parle du sport de ballon le plus connu en Europe, laissez-moi vous présenter la soule en France ou le mob football en Angleterre. Deux noms très différents pour globalement le même principe. Vous voyez ces sports comme on a un ballon qu'il faut envoyer le plus loin possible dans le camp adverse et c'est tout. Vous allez me dire, ok JP, mais comment tu arrêtes l'adversaire dans ce cas ? C'est très simple. Il faut reprendre le ballon. Pour ça, vous repérez qui est la personne qui a le ballon, vous lui mettez un coup de pied, vous le plaquez au sol, bref, vous avez intérêt à être solide. Le gars qui tient le ballon est protégé par d'autres personnes qui sont tout autour de lui et qui servent de bouclier. Si vous vous posez la question de « tiens, ça ressemble vaguement au rugby », c'est parce qu'avec le football, ils ont les mêmes origines. Autant vous dire que c'est pas très praticable par n'importe qui, le risque de se blesser après 15 minutes de bagarre générale pour savoir quelle équipe est la plus forte est très élevé. Et ça, avant que la police débarque pour dégager tout le monde, car la semaine passée, dans la ville d'à côté, il y a eu une tonne de blessés et surtout, des morts. C'était un sport vraiment violent, qui pouvait réunir des centaines de personnes. Le problème est qu'il n'y a aucun règlement sur le nombre de joueurs, d'équipements, de terrain, de manière de se défendre ou d'attaquer. Chaque ville ou région avait ses propres règles. La seule règle connue de tous est interdiction de tuer quelqu'un. Il y avait régulièrement ce truc de « la semaine prochaine, notre village va s'affronter contre un autre village ». Et quand je dis un autre village, c'est pas les 5-6 pecnos d'un pauvre club qui se croit trop fort et qui représente le patelin. C'est vraiment chaque personne qui veut participer, elle sera sur le terrain. Voilà pourquoi ce sport de ballon a été interdit, puis toléré, puis à nouveau interdit et ça changeait tous les 10 ou 15 ans au bon vouloir des gens qui gouvernaient le pays. Même quand ce sport était interdit ou très limité, c'était difficile de contrôler la population et très souvent ça finissait toujours par jouer au jeu du ballon. Le problème est que essayer d'interdire un truc aussi vieux et culturel que ce sport de ballon qui est joué partout en Europe, on l'a vu, ça marche pas. D'ailleurs, interdire quelque chose ne l'empêche pas d'exister. Le graffiti est puni presque partout dans le continent, pourtant les gens continuent de le faire. Et puis le sport de ballon permet de réunir beaucoup de personnes, vu comme un exutoire à l'époque où un Européen normal travaillait genre 72 heures par semaine, 6 jours sur 7, parfois même 7 jours d'affilée. Et la seule raison de pourquoi c'est pas de l'escrime ou du tir à l'arc, c'est parce qu'il suffit d'un seul ballon pour amuser des centaines de personnes.
Pas besoin de matériel coûteux ou d'apprendre à manier un fleuret. Gars, prends le ballon et... t'as intérêt à courir vite. Ok, on est maintenant au beau milieu du 19e siècle et le sport est rendu obligatoire dans le système scolaire anglais, donc forcément le jeu de ballon y est pratiqué. C'est pas cher pour l'école et n'importe qui peut y jouer, alors ça deviendra le sport de prédilection pour quasiment chaque école anglaise. C'est le seul pays d'Europe à obliger aussitôt les élèves à une pratique sportive, le but étant de développer un esprit d'équipe et cette philosophie du « un esprit sain dans un corps sain ». Vient un problème assez rapidement, lorsque deux écoles doivent s'affronter au jeu du ballon, elles ne tombent jamais d'accord sur les règles. Interdiction d'utiliser les mains pour Eton School alors que c'est dans le règlement de la Rugby School. Pour la Harrow School, le ballon doit être principalement au pied avec un jeu plus ouvert, sans violence, comme le Winchester College, sauf que joue sur un terrain très étroit. Ouais, difficile de jouer à un sport qui a un règlement tellement pauvre que chaque région a sa propre façon de jouer avec des règles différentes d'un endroit à un autre. Il y a quand même 2 étudiants de Cambridge qui se disent que c'est très énervant de voir que les écoles s'entendent pas du tout sur comment il faut jouer au ballon et que peut-être ils pourraient unifier certaines règles pour permettre d'atténuer les différences importantes de chaque équipe. Parce que si je joue au ballon avec les mains depuis mon enfance et que j'arrive contre une autre école qui me dit que non, il faut jouer avec le pied, je suis presque sûr qu'avec mon équipe on va pas gagner ce match. Quel est le problème le plus important ? C'est que les gens se tapent dessus et quand ils commencent un match, personne ne sait qui restera jusqu'à la fin ou qui sortira au bout de 5 minutes parce qu'il vient de se faire casser un bras en se faisant plaquer au sol par 5 mecs hyper costauds. Aussi, un joueur peut passer la majorité du match à courir et regarder les autres sans jamais réellement avoir le ballon. Nos 2 étudiants réfléchissent longuement et trouvent donc une idée pour la première règle de ce sport. Le ballon restera au pied. Interdiction d'utiliser les mains. Cette première règle est cruciale et est la base du football moderne. Si on oblige un joueur à jouer au ballon avec le pied, il ne pourra pas garder la balle très longtemps puisque le contrôle est difficile. Donc on règle ce problème de je peux jouer un match mais peut-être que j'aurai pas le ballon pendant 1 heure. Et avec cette simple règle, on évite tellement de contacts physiques violents et on augmente tellement la coopération. Vous voulez jouer avec les mains ? Alors très bien, allez jouer au ballon en vous tapant dessus. Nous, on joue sans les mains, on fait du football. C'est vraiment ici que le sport de ballon se divise pour créer le rugby et le football. C'est pas encore vraiment officiel, il n'y a pas de fédération encore pour ces 2 sports, mais on sait déjà que jouer avec les mains, c'est du rugby, jouer avec les pieds, c'est du football. Personne n'utilisait encore ces termes à l'époque, on disait jeu du ballon, mais on demandait, toi tu joues comment au jeu du ballon ? Avec les mains ? Avec les pieds ? Et un autre truc très important, ces sports ne sont qu'en Angleterre pour l'instant. D'ailleurs, ils ne sont même pas populaires à l'époque. Il n'existe que dans les écoles britanniques, mais une fois son parcours scolaire fini, dehors, il n'y a qu'un seul jeu du ballon. Le jeu du ballon le plus primitif. C'est seulement 10 ans après les premières règles du ballon au pied que des anciens élèves, nostalgiques des tournois scolaires et d'un sport privé exclusif aux grandes écoles, créent le premier club de football au monde. Le Sheffield Football Club. C'est un club pas très fort aujourd'hui. Il joue en 9e division du football anglais, pourtant il est le seul club de football au monde à partager un titre honorifique avec le Real Madrid, preuve qu'il est à l'origine de tout ce que nous connaissons. D'autres clubs arriveront dans les mois qui suivent et les premiers matchs de jeu du ballon au pied se feront de manière publique, avec des matchs allant de 16 joueurs contre 16 joueurs. Personne n'avait encore pensé à combien de joueurs idéalement sur un terrain parce que la taille des terrains pouvait varier aussi. Si le terrain est petit, on va mettre moins de joueurs. A l'inverse, un terrain grand peut accueillir tellement de monde, alors pourquoi se priver ? Et 5 ans plus tard, quelque chose de vraiment génial est en train de se passer. Ok, imaginez que vous êtes en 1863. Vous venez de terminer votre journée de boulot extrêmement fatigante. Vous venez de travailler genre 12 heures d'affilée dans une petite manufacture liée à la révolution industrielle. Vous êtes sale de suie, il fait froid dehors et vous voulez vous réchauffer avant de rentrer chez vous. Mais comme à votre habitude, vous allez vous réfugier un moment au Freemasons Tavern, la taverne des francs-maçons à Londres. Vous vous y sentez bien car c'est l'un des rares endroits chauffés. Vous pouvez enfin vous asseoir après être resté debout à porter des charges lourdes toute la journée et surtout, vous parler avec des amis. Eux aussi ayant passé une journée infernale là dehors. Ça parle du jeu du ballon, vous êtes nostalgique de ce jeu joué enfant dans les rues londoniennes ? Que dans votre école à l'époque il était interdit de porter la balle et qu'évidemment votre ville est plus forte et moins brutale que celle d'à côté. Et ce soir-là, le soir du 26 octobre 1863,
il y a une table bien bruyante, juste derrière vous. Peut-être qu'elle est bruyante parce qu'ils sont pas loin d'une vingtaine de personnes. Le fait est que ça parle du jeu du ballon. Le ton monte tellement que certaines personnes de cette table s'énervent et quittent le bar. Et ce qui est en train de se passer, à ce moment-là, c'est la création du Football Association, à quelques mètres de vous. Durant cette soirée, une vingtaine d'associations de sport se sont réunies pour définir les règles du prochain sport de ballon. La taille idéale du terrain, celle des buts, les coups d'envoi, éviter les coups de pied, etc. Mais au moment de définir comment doit être joué ce sport, personne ne se met d'accord. C'est alors que les associations sportives qui veulent jouer au ballon avec les mains décident de partir, pour fonder la Rugby Football Union quelques années après. Et donc c'est officiel, le football se jouera avec les pieds. Et on ne dira plus jeu du ballon, on dira football. En tout cas en Angleterre, pour l'instant. Mais est-ce que vous savez combien de clubs sportifs sont restés autour de la table ce soir-là ? Ils étaient 11, comme le nombre de joueurs dans un match officiel. Pourtant, cette règle de 11 personnes sur le terrain n'était pas encore fixée, mais c'était déjà commun de jouer avec ce nombre de joueurs dans les clubs. Les années qui vont suivre ce règlement vont affiner peu à peu les règles du football. Ajout d'un gardien qui a le droit de jouer avec les mains, introduction du penalty, une figure d'autorité dans chaque match qui est l'arbitre et plein d'autres trucs qui moderniseront le foot. Lors des premiers matchs publics, il y a de plus en plus de spectateurs qui viennent voir ce qu'est ce sport et à chaque fois, ce qui en ressort est « je veux en voir plus, je veux voir d'autres équipes s'affronter, je veux voir du football ». Alors forcément, des dizaines et des centaines de clubs vont naître en Angleterre. Et au début, le football c'est un truc de riche, c'est un sport pour les gens de la haute, alors que ironiquement, n'importe qui pouvait jouer au football, même quelqu'un qui était très très pauvre. Ce sport ne demande qu'un seul ballon, à l'inverse de sports qui sont comme le cricket ou l'escrime qui demandent un équipement coûteux. Alors forcément, de plus en plus d'enfants jouent avec un ballon dans les rues, les adultes se déplacent le week-end par centaines et milliers pour assister à chaque match. Et ça y est, le football est un sport au Royaume-Uni. Et il est même extrêmement populaire. Pour les clubs, c'est l'époque où on essaie de comprendre comment on peut mieux jouer que l'équipe d'en face, comment révolutionner ce nouveau sport venant à l'origine du jeu du ballon. Il y a de plus en plus de tournois un peu partout, certains plus gros que d'autres, et forcément, si on veut gagner des trophées à une époque aussi primitive que celle-ci pour le football, il va falloir être ingénieux. Ok, dans un match normal en 1870, un joueur attaquant, quand il avait le ballon, driblait ses adversaires jusqu'à arriver au cage pour essayer de marquer. Il était entouré de ses coéquipiers qui le protégeaient. C'était comme ça qu'on faisait lors des premiers jeux du ballon quand les gens se tapaient dessus. Et c'était la norme. Personne n'avait pensé que, éventuellement, le meilleur moyen de faire avancer le ballon jusqu'au cage en face était de faire des passes. Mais avec certains changements des règles sur la taille de terrain et du hors-jeu, deux styles se créent en Angleterre. Le premier style est le style du dribble. Le joueur qui fonce tout seul, entouré de ses coéquipiers pour essayer de passer les défenses ennemies. C'est le style préféré du Sheffield Football Club. Le second style est le style du passing. L'équipe se fait des passes, écarte le jeu pour permettre d'avancer très vite. Sans surprise, cette façon de jouer domine totalement le dribbling à tel point que la plupart des équipes britanniques vont commencer à jouer de cette façon. Et c'est pas des petites victoires à chaque match. C'est vraiment violent. Et il y a un club qui a basé toute sa stratégie sur ça, lors des premiers tournois et des premières ligues, alors qu'à la base, ce club, c'est même pas un club de foot, c'est un club de cricket. Si vous connaissez le club Preston North End, ils sont fondés en 1862 comme club de cricket, un an avant les premières règles du football. Donc il y a un mec qui s'est dit le football attire de plus en plus de monde, les gens se ruent littéralement pour voir ça un peu partout. Mais moi je vais faire un club de cricket et personne va faire quoi que ce soit. En 1875, ils sont obligés de lancer une section rugby pour attirer suffisamment de spectateurs pour financer l'équipe de cricket parce qu'ils sont pas très loin de la faillite. Et ça marche pas. Personne veut voir du rugby dans la région où ils sont et encore moins du cricket. Ils sont installés dans une ville où les gens se déplacent le samedi par milliers pour aller voir les matchs de football. Les usines ferment plus tôt pour permettre à tout le monde d'aller festoyer lors des rencontres au stade. Donc, le club, pour éviter de mourir, décide enfin de lancer un club de football.
Ils arrivent à réunir facilement 11 joueurs, et en même temps tout le monde veut jouer au football, donc c'est très très simple de recruter quelqu'un. Ils s'entraînent dur, ils essayent de rattraper leur retard jusqu'au premier match en 1878, contre un club qui est plus ancien mais qui n'est pas si fort que ça sur le papier. C'est un match équitable, et l'équipe perd 1-0. Mais elle ne se décourage pas, elle va continuer de progresser, s'adaptant aux nouvelles règles. Et cette fois, ils doivent affronter une équipe qui est vraiment très très forte à cette époque, les Blackburn Rovers. Une équipe qui joue avec le passing. Preston sait que ce ne sera pas un match facile, alors ils misent tout sur les mois passés à s'entraîner. Ils ont quelques fans qui seront là pour les soutenir durant le match, et à force de jouer au football, ils se mettent en tête une chose, celle de devenir le meilleur club de football du pays. Le match commence, et Preston comprend qu'ils sont vraiment pas au niveau. Ils vont finir cette rencontre à 0 but, contre 10 buts pour les Blackburn Rovers. Apparemment, Preston aurait continué à jouer au cricket durant tout l'été qui suit, abandonnant peu à peu son rêve de devenir le meilleur club de football du pays. Peut-être que c'est une rumeur, peut-être que ça l'est pas, on s'en fout parce que là, normalement, un club normal aurait déjà mis la clé sous la porte. Je veux dire, il lance un club de cricket, c'est pas rentable. Il lance une section rugby pour sauver le club de cricket, c'est pas rentable. Il lance une section football pour redorer l'image du club, pour sauver les finances de l'association à cause du club de rugby et le club de cricket. C'est vaguement rentable, mais comme ils perdent tous les matchs, c'est pas rentable non plus. N'importe qui aurait lâché l'affaire. Mais le club n'abandonne toujours pas et mise le tout pour le tout. Un joueur de l'équipe, qui deviendra entraîneur et manager par la suite, a un plan. Recruter les meilleurs joueurs d'Écosse. Suddle, le nouvel entraîneur de l'équipe, décide de réorganiser complètement les tactiques du club. Il sait que les Écossais recrutés, habitués au jeu du passing, pourront montrer l'exemple aux anciens joueurs. Ça veut dire fini le dribbling, place au jeu d'équipe. Même si un joueur est plus fort que les autres, parce qu'il court plus vite ou qu'il sait parfaitement contrôler le ballon, ça doit être mis au service du jeu collectif. Pendant 3 ans, le club met à fond sa pratique du jeu en équipe et perfectionne ce qu'ils peuvent. Et lors du premier match de la Football Association Cup en 1887, l'un des plus grands tournois prestigieux de l'époque, ils vont mettre 26 buts à 0. Ils vont faire un record qui pour l'instant n'a jamais été battu dans aucune ligue anglaise. Et à partir de là, ils ne vont plus jamais perdre un match durant les 2 prochaines années. Ils vont gagner la Football Association Cup ainsi que le championnat d'Angleterre de football qui apparaît l'année suivante. Ils gagnent ces 2 tournois en même temps. Ils vont tout gagner et ils vont même pas encaisser un seul but. Les joueurs deviennent des superstars et à chaque rencontre, tout le monde veut voir l'équipe jouer. Ils sont évidemment surnommés les Invincibles et ont honoré leur ambition de devenir le plus grand club de football du pays. Et ils l'ont fait en gagnant les 2 titres les plus prestigieux du football anglais, la même année en ne perdant aucun match. C'est une histoire magnifique. Mais elle ne dépassera pas l'Angleterre. Pendant que le football continue de grandir dans le Royaume-Uni, le reste de l'Europe pratique d'autres sports plus anciens. Mais l'information de ce nouveau sport, qui est incroyable et qui fait rêver des tas d'enfants, fait déplacer des milliers de personnes au stade le plus proche, fait s'affronter village contre village, ville contre ville, club contre club, ce sport-là est toujours bloqué en Angleterre. Il n'y avait pas la télévision à l'époque, et même les radios ou les journaux ne parlaient pas d'actualité internationale. Donc là on arrive à la question du comment ce truc, qui est devenu peu à peu le football, avec une fédération, une ligue, une passion, s'est propagé en Europe. Vous savez quel est le premier club de football français ? On pourrait penser que c'est Paris ou Marseille, mais non. Il a été créé au Havre en 1872. Pendant que l'Angleterre est en train de développer à une vitesse fulgurante le football, en France à la même époque, on fait de la gymnastique, de la lutte, ou même l'un des premiers sports mécaniques, le cyclisme. Par contre, il y aurait un bruit de couloir comme quoi, parfois, on verrait certains Anglais jouer avec un ballon. Ils sont principalement dans les villes portuaires de France, et avec ce simple ballon, ils arrivent à faire des exploits. Ils sont incroyables. Ils sont
Ils seraient des dizaines et des dizaines à s'amuser avec. Ça ressemble à de la soule, sauf qu'il y a une particularité dans ce qu'ils font. Ils ne jouent qu'avec les pieds. Et à chaque fois qu'un bateau britannique s'installe en France pour faire du commerce, il y a toujours un Anglais avec un ballon. Toujours. Ce sont pour la plupart des marins, des ingénieurs, des commerçants, des étudiants. Dans les écoles, ce ne sont pas vraiment les profs qui font découvrir le football aux Français. Ce sont les professeurs d'anglais qui ramènent un ballon et disent que de l'autre côté de la Manche, le jeu du ballon est totalement différent. Les élèves sont émerveillés lorsqu'un professeur britannique explique en détail le football. Et la machine est en marche. Ce sport se propage lentement mais sûrement. Très vite, des Britanniques fondent un club de football en France et ce sport devient de plus en plus populaire, passant de ville en ville vers l'intérieur des terres. Au début, la France regarde les Britanniques jouer car c'est simplement vu comme un sport d'étrangers. Le jeu du ballon en France, celui qui existe depuis des décennies, est le sport emblématique à jouer avec un ballon. Et ça ne se joue pas avec les pieds. Parce que oui, à l'époque, en France, on disait aussi jeu du ballon. Personne ne disait football. Peu à peu, quelques Français commencent à y jouer. Ils sont très peu dans les clubs de foot français créés principalement par les Anglais. Les premiers clubs sont pas très forts. On est loin du niveau britannique qui lui a déjà des ligues et des championnats. L'Union des sociétés françaises de sport athlétique avait peur du professionnalisme, des transferts, des paris sportifs. Alors ils ont boycotté le football le plus longtemps possible. Mais en 1894, ça devient incontrôlable. Tout le monde, partout, a un ballon avec lui. Dans les usines, à l'école, même à la maison. Et même si on était un petit garçon ou une petite fille et qu'on n'avait pas de ballon chez soi, il y avait toujours quelqu'un pour venir taper à la porte et proposer de jouer au ballon dehors ou de nous inviter à aller au terrain le plus proche puisqu'il va y avoir un match entre notre ville contre une autre grande ville et qu'il ne fallait vraiment pas rater ça. Durant les 5 années qui ont précédé l'année 1900, le football va vraiment évoluer en France. Et c'est vraiment fou ce qu'ils ont réussi à faire. L'USFSA invente un championnat qui est en réalité un tournoi et ça se passe à Paris, avec uniquement des clubs parisiens. Des clubs qui ont beaucoup de gens français, d'autres qui ont des gens français et des anglais, et même des clubs qui n'ont que des britanniques. Alors dites-moi si ça vous surprend si je vous dis que les clubs qui jouent avec des gars qui connaissent ce sport depuis des dizaines et des dizaines d'années finissent en finale. La finale de ce premier tournoi fera s'affronter 2 clubs britanniques. Pas de joueurs français. Et surtout, on n'est pas dans ce genre de terrain. On est passé à des vélodromes, avec des entrées payantes et un public qui est dense et qui est là pour soutenir les équipes. D'année en année, les championnats sont plus gros, les tournois aussi, et les équipes deviennent meilleures. En France, on est encore loin du niveau anglais, mais on s'inspire de ce qu'ils font. D'ailleurs, je pense que c'est l'une des raisons de pourquoi l'Angleterre a commencé à bouder la France, notamment lors de la création de la FIFA en 1904. Ok, pour que vous compreniez rapidement la situation, il faut savoir que le football arrive à peu près partout en même temps dans le monde grâce aux Anglais. Certains pays découvrent un peu plus tard le football, mais d'autres le découvrent en même temps que la France, comme la plupart des pays européens, et même quelques pays dans l'Amérique du Sud, type Argentine, Uruguay ou le Brésil. Et donc, un problème avec le fait que le football soit partout de manière mondiale, il n'y a pas de fédération internationale. Donc quand il doit y avoir les premières rencontres entre 2 pays différents, on se retrouve avec les mêmes problèmes que le jeu du ballon dans les écoles anglaises. Pas complètement les mêmes règles, des ballons de taille ou poids différents, ou même la durée d'un match qui n'a rien à voir entre 2 pays. Donc l'organisme dont on a parlé un peu avant, l'USFSA, crée la FIFA, la Fédération Internationale de Football Association, dont les membres fondateurs sont la France, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark, l'Espagne et pas l'Angleterre. Alors que l'Angleterre a créé le football. Parce que la FIFA a une règle fondamentale. Une seule fédération par nation. Et ça pose conflit à la Football Association qui est anglais et qui est à l'origine des premières étapes majeures du football dans son histoire. Les Britanniques ont plusieurs fédérations parce que chaque région voulait sa propre fédération. Donc on se retrouve avec la fédération écossaise, la fédération galloise et la fédération irlandaise, en plus du Football Association. Retenez bien cette information. L'USFSA a fait exprès de mettre cette règle d'une seule fédération par nation pour déjà enlever toute concurrence au niveau national, mais surtout pour que la CFI, qui est en gros la même chose que l'USFSA, ne puisse pas participer, et donc par la même occasion, dire aux Anglais qu'ils peuvent pas entrer comme 4 entités distinctes et qu'ils doivent s'unir. Alors les pays membres procèdent à un vote, et les Britanniques l'emportent.
L'USFSA est un peu énervé, donc il quitte la FIFA et laisse donc sa place à son rival professionnel français, la CFI, le Comité français interfédéral. La FIFA mettra du temps avant de créer le premier championnat du monde de football. Donc les Jeux Olympiques se disent pourquoi pas nous ? En 1908, lors des Jeux Olympiques à Londres, on verra enfin des matchs officiels internationaux. 7 pays doivent se disputer, mais avant même de disputer un match, la Bohème et la Hongrie vont déclarer forfait. Il reste donc la Grande-Bretagne, qui est le pays hôte, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et les 2 équipes de la France. Oui, la France est le seul pays à jouer avec 2 équipes de football lors de ce tournoi. Et c'est possible pour une raison. Il est légal d'avoir jusqu'à 4 équipes par fédération. C'était donc pour que chaque région des Royaumes-Unis puisse jouer, finalement une seule équipe en ressortira. L'équipe France A perd 9-0 contre le Danemark, mais l'équipe B lâchera une performance rarement atteinte depuis. Elle perd 17-1 contre le Danemark. Le Danemark perdra en finale contre la Grande-Bretagne sans grande surprise, de toute façon les Anglais sont trop forts à cette époque. La France ne participera pas au tournoi de 1912 pour les Jeux Olympiques de Stockholm, mais se prépare déjà pour les futurs tournois. Surtout que des bruits de couloir parlent d'une Coupe du Monde de football indépendante, donc sans les Jeux Olympiques, d'ici quelques années. Et c'est une partie de l'histoire du football qui est novatrice, qui est très intéressante, qui est même amusante. Mais où sont les autres ? Où sont les géants qui font trembler le monde du football aujourd'hui ? Où est l'Italie ? Où est l'Espagne ? Et où est le Portugal ? À une époque où le football est encore sauvage, où les équipes sont totalement déséquilibrées, les futurs maîtres de ce sport ne sont même pas là. Pendant que l'Angleterre commence à payer ses premières superstars, les pays du Sud, eux, ne font que regarder. Et à ce moment-là, on parle déjà de presque 30 ans de retard sur ses voisins européens. Pourtant, aujourd'hui, ils sont bien plus que présents. Si on prend le Portugal rien que sur les 12 derniers mois, une deuxième Coupe des Nations arrachée face à une Espagne pourtant terrifiante, l'Euro U17 remporté en faisant plier la France, et même sur un terrain plus petit, champion d'Europe de futsal U19 face à leur éternel rival espagnol. Comment est-ce possible ? Parce qu'avant d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, ils ont été des retardataires, et plus tard des outsiders que personne ne prenait au sérieux. Ça tient presque du miracle. Alors laissez-moi vous raconter comment une nation partie de rien et absente des plus grands tournois pendant plus d'un demi-siècle va finir par devenir le roi incontestable du football moderne. C'est sur cette petite place que l'histoire du football portugais commence. C'est là que le premier match de football portugais va se dérouler, importé par un Britannique. Mais on n'est pas à n'importe quel endroit du pays. En fait, on n'est même pas réellement au Portugal. Parce que cet endroit, qui a lancé le football portugais, n'est autre que la petite île de Madère. Une île qui, des années plus tard, fera naître l'un des joueurs les plus emblématiques et importants pour ce sport. Lorsque le football arrive dans les mains des Portugais, très vite des matchs sont joués et le premier match de 11 joueurs portugais contre 11 britanniques se fait en 1889. Étrangement, le Portugal gagne 2-1. Des clubs se forment rapidement dans les grandes villes du pays, sauf que comme partout en Europe, principalement ce sont des bourgeois. Très vite, ce sport prend énormément d'engouement et les 2 grandes villes du pays créent chacune une équipe qui va s'affronter, tout ça devant le roi de l'époque. Mais là où les autres nations d'Europe jouent les unes contre les autres, le Portugal reste assez discret. En fait, le jeu du ballon se propage plus lentement vers la grande population, et les fédérations mettent un temps monstre à arriver. Peut-être que la dictature en place n'aidait pas trop le pays, avec un gouvernement chaotique, la priorité n'était pas réellement le sport. Chose qui explique pourquoi le Portugal est absent lors des Jeux Olympiques de Londres en 1908. Mais tout ça n'empêche pas la création de la CIF, le club international de football portugais, qui va en 1907 affronter un petit club très récent en Espagne. Lui aussi, club étant créé à la capitale de son pays. Un club espagnol qui, en 4 ans, a déjà gagné toutes les éditions du championnat de Madrid et de la Coupe du Roi, tournoi très prestigieux en Espagne. Ce groupe s'appelle le Madrid Football Club. Il changera de nom quelques années plus tard. Le roi de l'époque lui accorde le titre royal et le club se renomme le Real Madrid. Cette rencontre amicale de 1907 va marquer le début d'une très longue série de matchs entre le Portugal et l'Espagne.
Le Portugal gagne ce premier match en 1907, et en fait ils ont une équipe vraiment terrifiante. Je pense sincèrement qu'ils auraient pu aller en finale lors des Jeux Olympiques de Londres l'année suivante. Sauf que les organisateurs disent « Hop hop hop, vous avez pas de fédération, vous participez pas. Revenez quand vous en aurez une et là on pourra vous inscrire pour les Jeux Olympiques de football. » Sans tournoi ou ligue majeure, les équipes portugaises jouaient principalement des championnats sponsorisés par des magazines ou certains clubs eux-mêmes. C'est finalement presque 10 ans après les autres pays que le Portugal crée enfin une fédération de football, organisant enfin une compétition nationale dans le pays. Ça veut aussi dire une chose, avec une fédération, il est enfin possible de rejoindre la FIFA, mais aussi les Jeux Olympiques. Après des années à jouer entre eux, ils vont enfin pouvoir découvrir les équipes voisines autres que l'Espagne. Il y a juste un petit problème à ce moment-là, un tout petit problème. Il y a une guerre mondiale. Il y a la Première Guerre mondiale. C'est bien après la guerre que le pays se décide enfin à jouer un match hors frontières. Alors est-ce qu'après avoir joué intensément contre son propre jeu portugais, l'équipe est-elle monstrueuse ou complètement en retard face à d'autres clubs? Vous vous doutez que pour un premier match historique de la Seleção, il fallait que ce soit mémorable. Alors qui d'autre que l'Espagne pour avoir ce rôle d'éternel rival? La veille du match, le club du Portugal monte dans le train direction Madrid, un peu angoissé forcément, ils vont jouer leur premier match alors qu'en face ça fait des années qu'ils font ça. En arrivant à Madrid, ils se rendent compte de la grandeur du stade, presque le double de ce qu'il y a dans la nation de l'équipe portugaise. 14 000 personnes assisteront au premier match de la Seleção, le coup de sifflet est joué et le Portugal prend 3 buts. Ils arrivent à en marquer un seul grâce à un penalty. Mais la prouesse d'avoir vaincu le club le plus fort d'Espagne en 1907 ne va pas se reproduire 14 ans plus tard. Et en même temps c'est normal, ils ont pris les meilleurs joueurs des meilleurs clubs de Lisbonne, mais ça fait pas tout. D'autant plus que l'équipe est divisée entre bourgeois et classe populaire. Lisbonne compte 3 clubs majeurs à cette époque. L'Aigle de Benfica, le Lion de Sporting et la Croix-Rouge de Casa Pia. Les joueurs venant de Benfica ou de Casa Pia sont de classe moyenne et ouvrière, et s'entraînent dans leurs stades respectifs qui ne sont pas forcément idéales, notamment le terrain boueux en hiver, ou encore pas de vestiaire ou de douche. Le stade de Sporting, lui est vraiment différent. Financé par les aristocrates, il est multifonction. Il possède des cours de tennis, d'athlétisme, des douches, des vestiaires et globalement il est vraiment très bien entretenu. Donc il y avait déjà cette inégalité des clubs et des joueurs portugais, ce qui n'a pas dû faciliter la cohésion d'équipe. D'ailleurs l'équipe n'avait même pas de maillot officiel. Le premier maillot du Portugal était un maillot prêté par le club Casa Pia. L'équipe continue de s'entraîner, enchaîne quelques rencontres amicales et les différents clubs voient leur niveau monter grâce au premier championnat national. Pendant ce temps, un courrier arrive au Portugal. Bon, maintenant vous avez une fédération, c'est bon, cool. Vous pouvez venir jouer au football avec nous. Il va y avoir des équipes du monde entier. Venez participer. Cette lettre est signée par les Jeux Olympiques d'Amsterdam. On est en 1928 et à cette époque, c'était vu comme la Coupe du Monde de football. Plusieurs pays d'Amérique latine seront là et c'est le moment de découvrir s'ils sont bons ou mauvais. L'équipe portugaise est toute nouvelle sauf pour le capitaine qui lui avait déjà affronté les Espagnols en 1921. Ce nouveau groupe est tout excité d'aller découvrir les autres pays et surtout jouer des matchs contre des hispaniques d'Amérique latine, notamment le Chili, l'Uruguay ou l'Argentine. On passe à des stades avec des capacités démesurées, plus de 30 000 personnes peuvent assister au match. Match d'ouverture qui est Portugal contre le Chili. La foule est présente, il y a du monde et les équipes se préparent à entrer sur le terrain. C'est la toute première fois que ces deux équipes participent aux Jeux Olympiques et le mélange d'excitation et de stress se fait ressentir. Aucune des deux équipes ne sait de quoi l'autre est capable et les spectateurs ne savent pas non plus à quoi s'attendre. Le début du match est clairement rythmé par le Chili qui ouvre le score et qui marque son doublé quelques minutes après. Le Portugal arrive à marquer un premier but et un second but avant la mi-temps pour équilibrer la partie. À la fin, le Portugal gagne 4-2 et ils peuvent donc continuer leur ascension. Après un second match gagné face à la Yougoslavie, l'équipe perd en quart de finale contre l'Égypte. Le championnat a été très clairement dominé par l'Amérique latine, avec une finale Uruguay-Argentine, victoire de l'Uruguay pour la seconde fois consécutive depuis 1924. Le plus dur dans tout ça, pour les Portugais, est que 2 ans plus tard, ils ne participeront pas à la première Coupe du Monde de football organisée par la FIFA. La vraie cette fois-ci. Parce qu'en fait, elle se passe en Uruguay.
Les Jeux Olympiques se passent souvent en Europe, en tout cas depuis qu'il y a le football, et c'est déjà vu comme le mondial du football. Donc quand la FIFA arrive et fait maintenant le mondial, c'est nous, c'est chez nous, c'est chez moi, et c'est plus du tout les Jeux Olympiques, les pays se disent que ça peut être cool d'avoir un tournoi de football séparé des Jeux Olympiques pour avoir une meilleure visibilité et que les spectateurs se concentrent sur ça et non sur plusieurs sports à la fois. Mais pour marquer le coup, la FIFA organise le premier mondial de football dans le pays qui a gagné le dernier mondial. Et en fait, la plupart des équipes européennes ne participeront pas parce qu'elles ne veulent pas quitter l'Europe. Et donc la finalité de ce premier mondial organisé par la FIFA aura pour gagnant l'Uruguay, encore une fois. Mais revenons en Europe, dans la péninsule ibérique. Pendant les années qui vont suivre, de championnat en championnat, le Portugal sera pas bon. En fait, le problème principal pour les joueurs qui étaient de classe ouvrière ou de classe moyenne, ils devaient travailler, en plus de faire les entraînements et de suivre le rythme. Certains pays européens et même hors Europe payent déjà des joueurs pour jouer de manière officielle, donc ils peuvent s'entraîner quotidiennement et ainsi avoir un plus gros niveau. Mais avec le Portugal, ça arrivera beaucoup plus tard que prévu, même si ça se faisait pour certains joueurs de manière très discrète. Lors de la seconde Coupe du Monde en 1934 en Italie, ils vont être éliminés après 2 défaites contre l'Espagne. 4 ans plus tard, ils sont aussi éliminés lors des tours préliminaires. En 1950, ça empire, ils se font éliminer dès le premier match contre l'Espagne. Mais l'Inde, l'Écosse et la Turquie demandent forfait, et donc le Portugal est repêché miraculeusement pour continuer le mondial au Brésil. Mais il refuse, ce que fera aussi la France et l'Irlande. De 1950 à 1962, c'est toujours le même problème. L'équipe perd tout au niveau international et ne se qualifie presque jamais. Ils font une petite performance en 1960 lors des premiers championnats d'Europe des nations, l'Euro. Ils iront en quart de finale mais se feront éliminer par la Yougoslavie qui se venge de ce qui s'est passé en 1928. Quand on voit le pays portugais dans les compétitions internationales, on sait que l'équipe d'en face a beaucoup de chance puisque ce sera une victoire facile. L'équipe est vue comme très médiocre, mauvaise et faible. Pourtant, les clubs portugais, à l'intérieur du pays, performent bien, mais dès que l'équipe nationale se rassemble, c'est une catastrophe. Malgré les différents changements de l'équipe, d'entraîneur, de tactique, de composition, le groupe portugais est mauvais. Tout le monde le sait et les supporters ne s'attendent plus à rien avec cette équipe. Le Portugal décide une nouvelle fois de changer complètement son effectif, voyant que pour ce nouveau mondial de 1966, le Brésil est dans son groupe. Brésil qui vient tout juste de gagner 2 Coupes du Monde d'affilée et qui est complètement terrifiante. Tout ça grâce à un joueur extraordinaire que tout le monde connaît, Pelé. Le meilleur joueur de football au monde à ce moment-là. Quand un club devait affronter le club de Pelé, globalement les réactions étaient « Comment on va faire pour encaisser le moins de buts possible ?» Tout le monde savait déjà à ce moment-là que d'essayer de le bloquer, de prévoir où il allait sur le terrain, le forcer à passer quelque part, ça ne servait à rien. Quand il était lancé pour mettre un but, Pelé savait que le ballon allait finir dans les cages adverses. Donc dire que les 3 équipes qui étaient dans le groupe du Brésil en 66 craignaient le pire, c'est un euphémisme. En 5 ans, Pelé a fait de son club de football brésilien, un club qui joue au niveau national, à un club qui joue au niveau international, contre les plus grandes équipes de l'époque. En 1961, lors du tournoi de Paris, un tournoi amical joué au Parc des Princes, le club brésilien affronte le Benfica lors de la finale. Très facilement, Santos marque 4 buts en première mi-temps et un 5e lors de la première minute de la seconde partie du jeu. Tout le monde sait, le match est déjà plié. Santos est juste imbattable. L'équipe est surpuissante avec des joueurs bien trop forts, sans même parler du roi Pelé. Le club portugais fait rentrer des remplaçants durant la seconde partie du match, histoire de faire jouer les petits nouveaux. Sauf qu'à ce moment précis, il se passe un truc. Il y a ce jeune joueur, portant le maillot rouge des Aigles, qui décide que la partie n'est pas terminée. Alors en seulement quelques minutes, ce petit gars marque un but, un 2e but, un 3e but. En seulement 17 minutes, le remplaçant attaquant marque 3 buts contre l'une des plus grandes équipes du monde. Ça ne suffira pas à Benfica pour gagner, ils prendront un dernier but de Pelé juste avant la fin du match. Mais malgré cette défaite, d'où sort le gars qui est rentré, qui a marqué 3 buts en moins de 20 minutes contre l'un des plus grands clubs du monde ?
En interview, Pelé lui-même dira qu'il ne sait pas qui est le gars, mais qu'il ira loin. Il s'appelle Eusébio, il vient du Mozambique et il est surprenamment prodigieux. Santos gagne le match, mais dans les journaux de l'époque, on souligne une chose. Eusébio a marqué 3 buts, Pelé en a marqué que 2. Sous-entendu, regardez, ce petit gars a marqué plus de buts que la légende du foot actuel. Certains diront que c'est peut-être un coup de chance, mais Eusébio va prouver définitivement que ça ne l'était pas. Ce petit jeune a été repéré par Benfica lorsqu'il était ado, et le club a très vite compris qu'il était vraiment talentueux. Et ils ont compris que leur job c'était d'avoir ce gars-là dans leur club à eux. Il devient joueur titulaire l'année d'après, et à partir de là, il va construire peu à peu son histoire. En finale de la Ligue des Champions, contre le Real Madrid, le club qui a gagné les 5 premières éditions et qui est le club prestigieux que tout le monde connaît, Eusébio et son Benfica doivent prouver qu'ils sont au même niveau. Le Benfica, ayant gagné le tournoi l'année précédente, ils veulent absolument garder le titre, malgré la difficulté d'affronter le Real. Ce match-là est très attendu et le stade est rempli. Le match commence et on sent que l'équipe espagnole a faim. Elle veut vraiment le titre. Il marque le premier but et enchaîne sur le second très vite après. Le Benfica est un peu déboussolé mais se reprend et arrive à égaliser en moins de 15 minutes. C'est serré, mais la star des Madrilènes, Puskás, finit par mettre son 3e but avant la mi-temps. C'est donc un 3-2 en faveur du Real Madrid. Le club portugais rentre dans le vestiaire et l'entraîneur propose de changer de tactique. Le Real est très bon, mais l'entraîneur portugais rappelle une chose. Ok, en face, ils ont de l'expérience, des joueurs ayant joué des centaines de matchs, mais ils sont plutôt jeunes. Il faut exploiter l'explosivité de nos jeunes joueurs et il faut marquer les vétérans. Puskás pose problème, alors il faut qu'ils ne puissent plus avoir le champ libre. Et priorité à nos joueurs qui peuvent faire décoller le ballon pour se retrouver dans la défense adverse. À la reprise du match, c'est déjà un but pour Benfica qui égalise à nouveau le score. Il marque un penalty ainsi qu'un dernier but, faisant du club de Lisbonne à nouveau les champions d'Europe. Durant ce match très important de sa carrière, son surnom est tout naturellement trouvé, la Panthère Noire. Tout le monde est content des performances de ce joueur et petit à petit, il dispute de plus en plus de titres, mais surtout des rencontres importantes, forgeant peu à peu la légende d'Eusébio. Le Portugais joue contre son plus grand rival de l'époque, venant d'Amérique latine, et quand l'un gagne un match, l'autre finit par lui rendre l'appareil. Le premier match d'Eusébio contre Pelé, celui où il marque le triplé, eh bien c'est arrivé l'année suivante, mais sur un triplé de Pelé cette fois-ci. C'est l'année où Eusébio finit second du Ballon d'Or, à l'âge de 20 ans. Les années s'écoulent et après quelques titres nationaux et des trophées pour avoir fini meilleur buteur de certaines compétitions, il est appelé pour jouer les qualifications pour le Portugal. Et tout ce passage où je vous ai expliqué que le Portugal est une équipe médiocre, pas très bonne lors des matchs internationaux, Eusébio le sait. Il sait mieux que personne qu'il est un atout majeur pour le pays. Donc quand on l'appelle pour lui dire « Écoute, t'es un grand joueur et t'as plus rien à prouver à personne. T'as déjà gagné beaucoup de titres individuels ou avec ton club Benfica, mais tu n'en as aucun avec ton pays. Contrairement à ton rival Pelé. » Je pense que ça a vraiment déclenché un truc en lui. Durant les tours préliminaires de ce mondial de 66, le Portugal a pour groupe la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Turquie. Ça paraît anodin comme ça, mais il faut se rappeler que la Tchécoslovaquie, c'est les finalistes de la Coupe du Monde. Tout le monde se dit que le Portugal, petit nouveau, va se faire manger tout cru. Sauf que le Portugal, cette année-là, a la Panthère Noire. Les 2 premiers matchs de qualification sont les matchs aller et retour Portugal-Turquie. Est-ce que c'est surprenant si la superstar portugaise met 3 buts pour un score final de 5-1 pour le match aller ? Le match retour donnera encore une fois une victoire au Portugal avec 1-0 au coup de sifflet final. Mais c'est maintenant que les choses deviennent intéressantes. La 3e rencontre des qualifications pour les Portugais, c'est donc la Tchécoslovaquie. Le stade n'a jamais été aussi rempli de toutes les qualifications. On veut voir de quoi sont capables les anciens finalistes contre ce nouveau Portugal. Et entre les deux pays, c'est assez serré. Pourtant les occasions ne manquent pas de chaque côté. Eusébio finit par rentrer un but à la 25e, mais durant la seconde mi-temps, la Tchécoslovaquie se prend un tacle dans les cages portugaises et a le droit à un penalty. Qui ne rentre pas. Et le match se finit par 1-0 pour le Portugal.
Les rencontres suivantes se passent très bien pour les lusophones et le pays finit même premier de son groupe. Et donc c'est officiel, pour la toute première fois depuis son histoire, le Portugal va à la Coupe du Monde. Ils se sont finalement qualifiés. C'est une entrée tardive pour un pays européen, surtout que la plupart des gros pays footballistiques ont déjà participé à une phase finale. Ok, où est-ce que se passe la Coupe du Monde de 1966 ? Chez ses créateurs, très bien. Le tirage au sort fait bien les choses, les pays sont mélangés par région. Vous ne verrez pas deux pays d'Amérique latine dans le même groupe par exemple. Le Portugal tombe dans le groupe 3, avec la Hongrie, la Bulgarie et le pays où l'on parle le portugais en Amérique du Sud, le Brésil. Le Brésil de Pelé, le double champion du monde en titre, l'équipe dite invincible. Alors forcément, le groupe est surnommé le groupe de la mort. Pour les gens c'est simple, le Brésil va finir premier et les autres vont se battre pour la deuxième place. Sachant qu'il n'y a pas de match retour, il faut éviter de perdre chaque rencontre. Le Portugal gagne son premier match 3-1 contre la Hongrie, puis 3-0 contre la Bulgarie. Mais la rencontre la plus attendue, celle qui réunit le plus de spectateurs dans les matchs du groupe 3, c'est Portugal-Brésil. Le prétendant Eusébio contre le roi Pelé. Le match est d'une violence inouïe. Les défenseurs portugais ne laissent pas respirer Pelé, et arrive à marquer 2 buts dans la première mi-temps. Pelé est blessé à plusieurs reprises et est même sorti du terrain. Un joueur brésilien trouve enfin une occasion pour mettre un but, mais Eusébio achève l'équipe adverse avec un dernier but avant la fin du match. Et le scénario que personne ne voyait venir est bien là. Le Brésil est éliminé dès les poules, parce qu'ils n'ont pas gagné une seule rencontre. Le roi Pelé rentre chez lui, et le monde entier découvre que le patron du groupe 3 porte un maillot rouge, et c'est Eusébio. Mais un autre scénario, dans un autre groupe, a aussi complètement choqué le monde. La Corée du Nord est qualifiée pour la première fois de son histoire, et ce, alors que son groupe est composé de l'Union soviétique et de l'Italie. Donc on se retrouve avec ces deux outsiders qui vont s'affronter pour les quarts de finale. Un match qui s'annonce légendaire et qui va marquer l'histoire du football. Pourtant, avec ce que les Portugais ont montré pendant les 3 derniers matchs, 3 buts à chaque fois, et même contre le double champion en titre, ça devrait être expéditif, non ? Non. Première minute de jeu, et c'est un but des Coréens. Le Portugal joue très agressif, mais le gardien défend bien ses cages. Il tente différentes approches, mais ça ne passe pas. Les Coréens continuent de mettre la pression en attaque, et on voit le match prendre une tournure beaucoup plus offensive des deux côtés. Les Coréens mettent à nouveau un but à la 22e minute de jeu. C'est fou parce qu'ils sont super inventifs pour venir chercher les occasions. Et ça énerve les Portugais, qui malgré les tentatives n'arrivent pas à marquer. Typiquement, sur ce genre de coup franc, ça finit toujours trop loin. Et donc, les Coréens punissent. Le stade est en ébullition, car le pays qui vient de faire tomber le Brésil est en train de perdre sévèrement face à la Corée du Nord. Un pays qui n'avait jamais atteint ce stade de la compétition. Et il joue vraiment très bien. L'équipe portugaise réalise quelque chose à ce moment-là. En fait, ils sont pas très bons en défense. Et c'est normal que les Portugais veuillent jouer de manière plus défensive. Ils veulent sécuriser leur parcours pour aller le plus loin possible dans la compétition. Personne ne peut les en vouloir pour ça. Mais ils sont en train de se rendre compte de ce qui se passe et se disent « Ok, on perd 3-0 à 30 minutes de jeu, c'est encore possible de le faire. Il suffit de jouer très agressif comme on l'a fait lors de nos 10 derniers matchs. Arrêtons de jouer très défensif car ce n'est pas notre point fort. » Alors 2 minutes après le 3e but de la Corée du Nord, Eusébio fonce vers les cages et marque enfin un but. Et c'est en le voyant faire que l'équipe commence à jouer comme ils l'ont toujours fait depuis le début du mondial. La meilleure défense, c'est l'attaque. Avant la fin de la première mi-temps, c'est un penalty pour Eusébio. Le Portugal part en pause en ayant quasiment égalisé au score. Et durant la seconde partie, ça va devenir un massacre. 3 buts de la star portugaise à la 56e. Ainsi que son 4e but via un penalty. La Panthère Noire vient de marquer 4 buts
et remonter à lui seul le score du Portugal. Un autre attaquant viendra finir le match avec un dernier tir dans les cages coréennes, et le monde vient d'assister à l'un des plus gros renversements de l'histoire du football, en pleine Coupe du Monde de 1966. Eusebio finit heureux du match, il vient de rentrer 4 buts à lui tout seul, il est déjà meilleur buteur du tournoi avec 8 tirs alors qu'il sort gagnant d'écart. C'est une histoire magnifique et qui donne encore plus de statut et de visibilité au Portugal. Le pays est fou de joie, pour une première qualification, l'équipe arrive à faire vibrer les supporters et en fait un pays tout entier. Les titres des journaux parlent déjà du plus grand comeback de tous les temps. Et pour une fois, il y a un espoir d'aller encore plus loin. Du côté des autres équipes européennes, elles ont éliminé les anciennes superstars du football et il ne reste plus aucune équipe d'Asie ou d'Amérique latine. D'ailleurs, c'est durant le match Angleterre-Uruguay que l'idée des cartons jaunes et rouges émerge, suite à un problème de vouloir sortir un joueur du terrain et qu'il ne voulait simplement pas. Mais donc, ce mondial est devenu un tournoi de quelle équipe européenne est la plus forte. Les demi-finalistes sont composés de l'Angleterre, de l'Allemagne de l'Ouest, de l'Union soviétique et du Portugal. Ouais, on est à ce genre d'époque. Mais la question qu'on se posait, est-ce que le Portugal peut battre le pays qui a créé ce sport chez eux ? Le stade est plein à craquer car les possibilités et les attentes des fans sont stupéfiantes. Soit l'Angleterre gagne et ils vont en finale espérant donc pouvoir gagner le premier titre mondial, ou alors la génération miracle du Portugal fait un sans faute pour une première qualification, battant les anciens doubles champions du monde et prouvant enfin de quoi ils sont capables. Le match commence et le niveau des Anglais est bon. Le ballon est frappé tout aussi bien par les Anglais que par les Portugais. Mais les Anglais mettent un premier but à la 30e minute. En face, les occasions ne manquent pas, mais rien ne rentre. L'Angleterre a l'air plus concentrée et en forme, ce qui donnera un second but 10 minutes avant la fin du match. Eusebio a le droit à un penalty 2 minutes plus tard et c'est un but. Ce qui veut dire que le Portugal a 8 minutes pour égaliser et espérer aller plus loin. Mais ce ne sera pas le cas. Le Portugal finira son parcours ici, face à une Angleterre qui gagnera la Coupe du Monde de 1966 quelques jours plus tard. Certaines personnes diront que cette partie est discutable puisque la veille du match, la rencontre a été déplacée de Wembley au lieu de Liverpool. Les Portugais n'ont dormi que 2 ou 3 heures puisqu'ils avaient presque 5 heures de route à faire pour aller jouer le match. L'arbitrage a été du côté de l'Angleterre durant tout le tournoi, presque comme s'il fallait donner une Coupe du Monde aux créateurs du football. Maintenant, savoir si c'est réellement le cas ou la faute a pas de chance, la finalité n'est pas si importante. Parce que malgré ça, le Portugal, pour sa première qualification au mondial, est arrivé sur le podium. Et cette 3e place est un message à tous les fans et à tous les habitants du pays. Le Portugal est désormais un pays qui peut performer en compétition. C'est pas vu comme une défaite. Ça fait des années que les supporters veulent voir leur pays aller loin dans une compétition plus que difficile, et c'est la première fois de son histoire qu'elle y arrive. Le meilleur joueur de l'équipe finit meilleur buteur du tournoi avec 9 buts. Cette équipe vient de montrer ce que pourrait devenir le Portugal durant les prochaines années. Vont-ils gagner un Euro ? Vont-ils gagner une Coupe du Monde ? Plusieurs titres à la fois ? En 1968, le Portugal n'est pas qualifié pour l'Euro. En 70, il rate la Coupe du Monde. En 72, pas d'Euro non plus. En 74, il rate à nouveau la Coupe du Monde. Et je vous avance un peu, mais jusqu'en 1984, la nation portugaise redevient le petit pays timide de l'ouest de l'Europe. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi le pays qui avait tout donné en 66 n'arrive plus à passer des qualifications pour les tournois majeurs ? Pour répondre à ça, il faut que je rappelle 2-3 trucs. L'équipe de 1966 commençait à se faire vieille, déjà 2, 3, 4 ans plus tard. On est loin de l'ère actuelle où un sportif peut performer durant de très longues années. C'était pas le cas avant, les carrières étaient beaucoup plus courtes. Aussi, le Portugal est un pays en dictature à ce moment-là, et le sport n'est pas une priorité.
Les clubs portugais et en fait le système sportif global n'est pas encore en phase de produire un renouveau constant de talents capables de rivaliser sur le long terme. C'est infiniment plus dur pour le pays de construire une nouvelle génération de joueurs prêts à tenir le même niveau que celui de 1966. Et même si le 25 avril 1974 la dictature prend fin avec la révolution des œillets, il faut du temps pour mettre en place un système qui fonctionne. Jusqu'en 1982, il va absolument rien se passer au niveau du football. L'équipe du Portugal est faible contre n'importe qui et peine à gagner des rencontres. Il va falloir attendre 84 pour voir l'équipe se qualifier pour une compétition et ici c'est l'Euro. L'équipe terminera cependant en demi-finale durant un match très serré, perdant contre le pays organisateur, la France. Mais le truc ici à retenir est l'énorme fiasco du mondial de 1986. Je pense que si on doit définir un point de bascule sur une temporalité du football portugais en équipe nationale, il est ici. Parce que tout est sur le point de changer drastiquement. On est à la Coupe du Monde au Mexique, le Portugal s'est qualifié et les attentes sont énormes. Sauf que la fédération portugaise gère ça d'une manière mais catastrophique. Les joueurs atterrissent au Mexique et découvrent leur camp de base à Saltillo. Le terrain d'entraînement est en pente, il n'y a pas de matchs amicaux prévus pour se préparer, et la fédération refuse de payer aux joueurs leurs primes de qualification et leur droit à l'image pour les pubs. Donc qu'est-ce que font les joueurs portugais durant la Coupe du Monde ? Ils refusent de jouer, ils refusent de s'entraîner. Les Portugais menacent de ne pas jouer le premier match contre l'Angleterre. Le monde entier a les yeux braqués sur le mondial et l'équipe du Portugal est enfermée dans son hôtel à s'embrouiller contre leurs dirigeants. Ils jouent avec les maillots à l'envers, certains jouent même sans maillot durant les premiers matchs. Et quand ils sont à l'hôtel, ils jouent contre les employés parce qu'il n'y a aucune rencontre de prévue face à d'autres pays. Ils ne peuvent pas s'entraîner correctement, en plus de ne pas être payés. C'est un secret pour personne, une équipe ne va nulle part dans cette situation et les Portugais rentrent chez eux sans passer les phases de poule. L'équipe de retour au pays se fait huer et insulter, le peuple est déçu d'eux. Le sélectionneur de l'époque démissionne et la fédération suspend la majorité des joueurs ayant fait la grève, ce qui donne un Euro en 1988 avec une équipe de remplaçants qui ne se qualifie pas. C'est une époque maudite pour la fédération. On a l'impression de revenir encore une fois au début de la Seleção. Pendant encore 10 ans, il ne va rien se passer et... Un pays qui fait un truc impressionnant tous les 10 ou 15 ans, ça arrive, mais ça enlève cette magie du pays qui terrorise quand on joue contre lui. La seule réaction valable du public est... Ils viennent de gagner un match improbable, ils ont eu de la chance. Il y a forcément un moment où chaque nation aura son moment de gloire. Forcément. La fédération comprend aussi quelque chose. Ça fait des années qu'ils investissent dans l'équipe A, l'équipe nationale, en espérant avoir un joueur star comme par le passé. Mais peut-être qu'au lieu d'attendre désespérément un joueur talentueux qui pourrait ne jamais arriver, pourquoi ne pas former dès le plus jeune âge les futures stars de demain ? Investir massivement dans ces jeunes recrues qui ont faim et qui veulent jouer au football. Parce qu'une fois que ces ados grandissent, s'ils ont le niveau, ils joueront dans l'équipe A. Celle qui a la plus grande visibilité lors des tournois majeurs. Et pour vous expliquer un peu la génération qui arrive durant les années 2000, je pense que la fédération a vraiment compris qu'en investissant plus dans la formation, elle allait gagner ce qu'elle recherchait. L'équipe des moins de 20 ans du Portugal remporte son premier titre mondial en 1989 et refait l'exploit l'année suivante contre le Brésil devant 120 000 spectateurs. Spectateurs qui savent que la plupart de ces joueurs seront les futures stars du pays. Les moins de 20 ans viennent de gagner 2 Coupes du Monde alors que l'équipe nationale peine à ne serait-ce que se qualifier. Dans ces jeunes recrues, on y voit des grands noms comme Luis Figo, Rui Costa, Pinto, Fernando Couto. C'est ce qu'on appelle la génération dorée. On va donc avancer jusqu'en 2000 pour comprendre ce qu'est ce nouveau football portugais et ce que vaut cette génération dorée. Le Portugal étant qualifié pour l'Euro cette année-là, il tombe dans un groupe très simple pour eux, c'est-à-dire la première équipe la plus forte d'Europe ainsi que la deuxième puissance européenne de football. Pourquoi j'ai dit simple ? J'ai dit simple parce que à chaque fois que les Portugais ont dû affronter les pays les plus forts en phase de poule, c'est là où le pays brille le plus. Alors pour ce premier match qui se jouera contre l'Angleterre, le Portugal perd 2-0 à 18 minutes de jeu. Mais on a déjà vu ce scénario et avec l'équipe qu'ils ont actuellement, ça finit évidemment comme ça. Contre l'Allemagne, ce sera une démonstration bien plus classe. Un joueur mettra 3 buts à lui tout seul contre l'un des favoris pour la Coupe de l'Euro de 2000.
Et là j'ai besoin de faire un petit aparté, mais ce sera la seule victoire du Portugal contre l'Allemagne durant 25 ans. Ce sera en 2025 qu'un autre joueur brisera cette malédiction contre les Allemands. Ce petit gars est rentré et en moins d'1 minute a permis à son pays de gagner contre l'Allemagne. C'est Francisco Conceição et il est le fils de Sergio Conceição, le gars qui a marqué le triplé contre l'Allemagne. Parfois l'histoire s'écrit vraiment toute seule. En arrivant en quart, les Portugais battent les Turcs sans trop de difficultés puisque la Turquie a joué 2 tiers du match avec un joueur en moins, et la demi-finale se jouera contre la France. Ce match est considéré comme gagné d'avance par la France puisqu'elle venait de gagner le mondial 2 ans plus tôt. Le Portugal ouvre le bal avec un premier but, égalisé plus tard, puis comme d'habitude ça finit toujours en drame avec les Portugais. On s'arrêtera ici pour les Portugais mais c'est pas vraiment négatif. C'est le début d'une ère où ils se qualifient à chaque championnat important de la FIFA comme le mondial ou l'Euro. Surtout que pour cette génération dorée, un joueur très important viendra les rejoindre d'ici moins de 4 ans. On a commencé cette histoire dans un petit bout de terre perdu dans l'océan, l'île de Madère. Statistiquement, les chances qu'une île aussi minuscule produise le meilleur joueur de l'histoire du pays étaient proches de 0. Mais c'est exactement là-bas, dans les rues escarpées de Funchal, qu'un petit garçon s'amusait à détruire ses chaussures en tapant dans un ballon du matin au soir. L'ADN du tout premier match de foot portugais avait littéralement infusé dans ses veines. Ce gamin avec ses mèches blondes improbables et une arrogance assumée vient tout juste d'arriver dans la Seleção. Son nom, Cristiano Ronaldo. À 12 ans, il quitte sa petite île de Madère, sa famille, pour aller à la capitale, à Lisbonne, pour jouer au Sporting. Sur le terrain, c'est un monstre, il a une dalle que personne d'autre n'a et il fait déjà quelque chose qu'il a toujours fait jusqu'à maintenant. Il travaille 10 fois plus que les autres. C'est ce qui caractérise ce joueur et que les gens qui l'ont repéré ont vu tout de suite. Travail, discipline et constance. Son football est tellement explosif, tellement évident qu'à peine quelques années plus tard, Manchester United l'achète pour remplacer David Beckham. Et la sélection portugaise l'appelle dans la foulée, on est en 2003 et il a tout juste 18 ans. Et le timing, devinez où se joue l'Euro. Bienvenue à la maison. C'est le moment parfait, celui qu'ils attendaient depuis des décennies. Parce que d'un côté, vous avez la fameuse génération dorée avec Luis Figo et Rui Costa qui sont au crépuscule de leur carrière. C'est leur toute dernière chance de gagner un trophée majeur pour leur pays. Et de l'autre, vous avez ce petit jeune de 19 ans, Cristiano, qui débarque avec son arrogance, ses passements de jambes interminables et sa soif de vaincre hallucinante. Le pays entier est en transe, parce que c'est leur tournoi. Tout est prêt pour que le Portugal soit enfin sacré roi d'Europe. Le match d'ouverture se joue contre la Grèce, un pays qui n'est pas reconnu pour avoir gagné quoi que ce soit, ils sont donc au même niveau que le Portugal, et sur le papier, le Portugal est même considéré comme favori suite aux récentes performances de l'équipe. Alors voyons voir ce que donne ce premier match. La partie commence et c'est plutôt serré en fait. La Grèce ouvre le score très vite, puis en deuxième mi-temps, elle met un deuxième but sur penalty. Ronaldo, qui était rentré en cours de jeu pour essayer de sauver les meubles, arrive à marquer un but de la tête à la toute dernière minute, son tout premier but en sélection d'ailleurs, mais c'est trop tard. Défaite 2-1 à domicile pour le match d'ouverture. Le sélectionneur portugais décide de remanier l'équipe tout de suite parce que les enjeux sont trop grands. Des matchs plus importants arrivent et il ne faut pas être éliminé aussitôt. Cristiano Ronaldo devient titulaire indiscutable sur son côté. Deco prend le contrôle du milieu de terrain. Et là, la machine de guerre qu'est cette nouvelle équipe du Portugal se met en route. Victoire 2-0 contre la Russie, victoire 1-0 arrachée contre l'Espagne, qui est d'ailleurs éliminée de l'Euro. Malgré une première défaite, le pays organisateur passe en quart de finale et ils joueront contre l'Angleterre. Voilà donc une occasion de se venger de la demi-finale de 1966. Personne ne le sait à ce moment-là, mais ce match est considéré comme l'un des matchs les plus emblématiques d'une Coupe d'Euro. L'Anglais Michael Owen ouvre le score à la 3e minute. Le Portugal pousse, attaque dans tous les sens, mais rien ne passe. Jusqu'à la 83e minute où Helder Postiga égalise d'une tête venue de nulle part. Le stade explose et donc ça va en prolongation.
Rui Costa lâche une frappe sublime qui tape la barre et rentre, 2-1 pour le Portugal. Mais les Anglais ne lâchent rien et égalisent à la 115e minute. 2 partout. On va au tir au but. Et là, il se passe un truc vraiment irréel. Le gardien portugais Ricardo, il enlève ses gants. Sans aucune pression, en plein quart de finale de l'Euro, au moment le plus stressant du match, il décide d'arrêter le tir de l'anglais Vassell à main nue. Juste après, c'est lui qui va aller tirer le dernier penalty pour faire gagner son équipe. En demi-finale, il tape les Pays-Bas 2-1 avec un but exceptionnel de Cristiano Ronaldo de la tête sur corner, suivi d'un missile absolu de Maniche. Et donc ça y est, la génération dorée et le jeune prodige ont réussi l'impossible. Le Portugal est en finale de l'Euro, chez eux, à la maison. Et vous savez qu'ils vont affronter pour cette grande finale historique ? L'équipe du match d'ouverture. Et là, tout le monde se dit que c'est gagné. L'erreur du premier match, c'était juste un accident de parcours. Parce qu'après avoir perdu le premier match du tournoi, ils ont tout gagné pour arriver en finale. Maintenant que la machine portugaise est lancée, que Figo, Deco et Ronaldo sont au max de leur forme, ils vont écraser la Grèce et prendre leur revanche. Le jour de la finale, le stade de la Lumière à Lisbonne est bondé de monde. Tout le pays est en rouge et vert, prêt à célébrer le premier titre majeur de l'histoire du pays à domicile. Le coup d'envoi est donné et très vite, le Portugal se rend compte d'un truc. Le cauchemar du premier match n'était peut-être pas un accident. Les Grecs ont un plan de jeu tellement simple et tellement frustrant, c'est une muraille bleue et blanche. Ronaldo lance ses passements de jambes pour percer sur le côté, il a immédiatement 3 défenseurs sur le dos. Figo tente de centrer en force, c'est repoussé. Il est impossible de faire avancer le ballon, impossible. Les minutes passent, la mi-temps passe, le Portugal a le ballon quasiment tout le temps, il domine complètement le jeu mais il n'arrive pas à être vraiment dangereux. On arrive à la 57e minute, c'est l'un de leurs très rares ballons dangereux depuis le début du match. Le corner est tiré, le ballon s'élève et l'attaquant grec Angelo Karistas saute plus haut que tout le monde, au-dessus du gardien Ricardo. But 1-0 pour la Grèce. Il reste une grosse demi-heure à jouer, le Portugal est piqué à vif, le sélectionneur fait tout ce qu'il peut, il fait rentrer Rui Costa, il rajoute des attaques. Le miracle n'aura pas lieu. Le Portugal vient de perdre l'Euro, chez lui, contre l'outsider ultime du championnat. Pour la légendaire génération dorée, c'est le coup de grâce. La malédiction a encore frappé. Mais l'image qui va faire le tour du monde, celle qui va se graver à jamais dans l'esprit de tous les Portugais, c'est ce petit gars de 19 ans, Cristiano Ronaldo, complètement effondré, qui pleure à chaudes larmes sur la pelouse. Il pleure de toute son âme parce qu'il sait qu'une occasion pareille, jouer une finale d'Euro à la maison avec l'équipe de ses idoles d'enfance, ça n'arrive probablement qu'une seule fois dans une vie. C'est tout simplement l'un des plus grands traumatismes de l'histoire du football portugais. Mais vous savez ce qu'on dit, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et pour un gamin avec un ego et une éthique de travail comme Cristiano Ronaldo, cette défaite de 2004, ce n'est pas une fin. Il va s'en servir comme carburant qui va alimenter le reste de sa vie. Ce qu'il ne savait pas par contre, c'est que cette route qu'elle a empruntée, elle va être très longue. La génération dorée prend sa retraite, Figo, Rui Costa, c'est terminé. Le Portugal devient officiellement l'équipe de Cristiano Ronaldo et pendant les 10 années qui vont suivre, CR7 va devenir un dieu vivant en club, gagner des ballons d'or à la pelle, mais avec la sélection portugaise, c'est le retour aux montagnes russes. Coupe du monde de 2006, en Allemagne, ils font un parcours de dingue, ils éliminent encore l'Angleterre, mais ils tombent en demi-finale. Contre qui ? La France, évidemment. Le classique penalty de Zidane. Euro 2008, éliminé en quart. Coupe du monde 2010, éliminé en 8ème par l'Espagne. Euro 2012, ils font un tournoi énorme, ils vont jusqu'au tir au but en demi-finale et perdent contre l'Espagne. Coupe du monde 2014 au Brésil, c'est la catastrophe, ils sont éliminés dès les phases de poule. Et on arrive donc en 2016. Cristiano Ronaldo a maintenant 31 ans. Il n'est plus du tout le gamin aux mèches blondes, c'est un capitaine ultra expérimenté, une machine de guerre. Mais les gens commencent à se dire que c'est mort, que Ronaldo sera l'un de ces génies maudits qui ne gagneront jamais rien avec leur pays.
Et pour cet Euro de 2016, devinez où le tournoi se joue ? En France. Le pays qui a littéralement détruit les rêves des Portugais en 1984, en 2000 et en 2006. Le Portugal arrive avec un nouveau sélectionneur, Fernando Santos. Un mec pragmatique. Son projet n'est pas de faire du beau jeu à la portugaise, comme la génération dorée qui finissait toujours par perdre avec les honneurs. Son projet, c'est de gagner. Même si le jeu n'est pas très beau, il n'y a pas de joga bonito ici. Alors pour vous expliquer ce que ça donne, dans les phases de poule, le Portugal tombe dans un groupe avec la Hongrie, l'Islande et l'Autriche. Le résultat, ça va donner 3 matchs nuls. Ils ne gagnent pas un seul match. Ils arrivent à se qualifier pour les 8e de finale parce qu'ils ont réussi à finir parmi les meilleurs 3e. Donc évidemment, tout le monde se moque de cette équipe. La presse européenne les taille en pièces parce que c'est l'équipe la plus ennuyeuse du tournoi. Ronaldo porte des fantômes, etc., etc. L'entraîneur s'en fout. L'équipe essaye de s'en foutre et le public n'est pas très gentil avec la Seleção. En 8e, ils battent la Croatie 1-0 à la 117e minute d'un match horrible à regarder. En quart, ils battent la Pologne au tir au but. En demi-finale, Ronaldo s'envole dans le ciel et place une tête monumentale pour éliminer le pays de Galles. Et la finale se jouera contre le pays hôte. Dans la capitale francophone, au Stade de France. Le scénario est d'une ironie absolue parce que la France est à domicile, elle est l'immense favorite, elle a une équipe surpuissante avec Griezmann au sommet de son art, et le Portugal est dans la position de la Grèce en 2004. C'est vraiment l'équipe que personne n'attendait ici. La France fait la même chose que le Portugal 12 ans auparavant. On commence à fêter une victoire nationale. On l'a vu, faut pas faire ça. C'est jamais une bonne idée en fait. Le match commence et la France met une pression monumentale. 8e minute de jeu, Dimitri Payet rentre dans Cristiano Ronaldo avec un tacle rugueux. Les fans portugais sont abattus. Le capitaine légendaire, le seul joueur capable de faire un miracle, est blessé. Il se fait strapper, il retourne sur le terrain en boitant. On remarque qu'il essaye vraiment de courir, mais son genou lâche. Ronaldo s'assoit sur la pelouse. Un papillon de nuit vient se poser sur son visage en larmes. Et c'est fini. Il sort sur civière. L'image de 2004 se répète. 12 ans plus tard, il pleure à nouveau dans une finale d'Euro. Pour 99% des gens à ce moment-là, le Portugal est finito. Sans lui, ils vont se faire écraser. Mais ce que les gens oublient, c'est que les autres joueurs ne vont pas se laisser abattre. Eux aussi veulent le titre. Eux aussi veulent devenir des champions. Ils veulent donner au Portugal ce qu'il mérite depuis tant d'années. Au lieu de s'effondrer, les joueurs portugais donnent absolument tout. Le défenseur central, Pep, fait le match de sa vie. Il repousse tout sans exception. La France tape le poteau à la 92e minute et le ballon ne rentre pas. On va en prolongation avec un score de 0-0. Sur le banc de touche, Ronaldo est revenu, il a le genou en vrac, mais il marche et il donne des consignes aux joueurs comme s'il était le manager. Il transmet toute sa rage à l'équipe. Ces images-là ont beaucoup fait parler à l'époque. Vu comme un joueur arrogant par certains et un capitaine bienveillant par d'autres. Mais peu importe ce que pense le public, l'équipe doit être confiante du rôle de son capitaine, de son entraîneur et de l'ensemble du collectif. Parce qu'un truc que j'ai oublié de dire, l'entraîneur fait rentrer un joueur à la 79e minute. Avant que ce joueur rentre sur le terrain, Ronaldo s'approche de lui et lui dit « Tu vas marquer le but décisif de la rencontre ». Cet attaquant s'appelle Eder et il a été énormément critiqué. Il a passé une saison difficile, pas grand monde ne voulait qu'il soit sélectionné. 30 minutes plus tard, après être rentré sur le terrain, le match est toujours en attente d'une situation de déblocage. L'équipe portugaise dépasse difficilement la défense française, malgré les quelques tentatives de but. 109e minute de jeu et regardez le marquage sur l'attaquant portugais. À ce moment-là, Eder est seul, à plus de 25 mètres de la cage, entouré par 6 défenseurs. Soit il tire, soit il perd le ballon. Alors, il tire. La pression de presque 2 heures de match intense d'une finale d'Euro vient de redescendre. Le joueur le plus improbable vient de climatiser tout le Stade de France. Sur le banc, Ronaldo pleure, mais cette fois ce sont des larmes de joie. La France jette ses dernières forces, mais c'est la fin. Le coup de sifflet final retentit. Et ils l'ont fait. La malédiction est enfin levée.
Le traumatisme de 1984, de 2000, de 2006, tout ça vient d'être effacé en une seule frappe d'un attaquant inattendu. À ce moment-là, le Portugal n'est plus le perdant magnifique. Ils deviennent les rois d'Europe pendant 4 ans. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette équipe qui n'arrivait à rien gagner avec la génération dorée, qui jouait le plus beau football du monde, a fini par soulever le trophée en jouant le football le plus défensif et pragmatique possible. Comme quoi, dans le sport, il n'y a aucune stratégie meilleure qu'une autre. Cristiano Ronaldo soulève enfin la coupe vers le ciel de Paris. L'île de Madère, Lisbonne, le pays tout entier et la diaspora portugaise dans le monde explosent de joie. Est-ce que c'est une belle histoire? Ça dépend des points de vue. Vous savez ce qui se passe quand on gagne de cette manière. Quand on gagne en arrachant des matchs nuls, en finissant 3ème de son groupe, avec un but d'Eder à la 109e minute, eh bien les critiques reviennent très vite. Une bonne partie du football européen commence à dire « Ouais, le Portugal a gagné en 2016, ok c'est beau, mais c'était un braquage. Ils ont eu de la chance, c'est le syndrome de la Grèce en 2004. Ils ne regagneront plus rien avant un siècle. » Donc oui, le Portugal de 2016 est vu comme un champion d'Europe par effraction. Et pour une équipe qui a mis des décennies à briser sa malédiction, entendre dire que c'était juste un coup de chance, c'est insultant. Le seul moyen de prouver que ça ne l'est pas, c'est de confirmer à nouveau. Ce qu'a essayé la Grèce depuis 2004 sans succès. Il faut réussir à prouver que le Portugal est devenu une vraie machine à gagner des trophées. On avance un peu dans le temps, on est en 2018 et l'UEFA, l'organisme qui gère le football européen, décide d'inventer une toute nouvelle compétition pour remplacer les matchs amicaux qui n'intéressent personne. Ça s'appelle la Ligue des Nations. Comme d'habitude, c'est critiqué par tout le monde avant même de comprendre ce que c'est. L'UEFA présente le fonctionnement de la Ligue des Nations et surtout, il présente l'énorme trophée en argent massif. Donc oui, c'est une vraie compétition, il y a quelque chose à gagner. A l'inverse d'un Euro ou d'un Mondial qui se passe sur maximum 1 mois et demi, 2 mois, la Ligue des Nations s'étale sur 9 mois. D'ailleurs, le Mondial de cette année-là s'est plutôt mal passé, ils font de beaux matchs lors des qualifications, cependant ils perdent contre l'Uruguay en 8ème de finale. Mais pour la Ligue des Nations, il faut maintenir un niveau d'excellence sur une plus longue durée. Les phases de poule se passent et le Portugal sort premier de son groupe devant l'Italie et la Pologne. Ils sont donc qualifiés pour le carré final de la compétition. Et vous devinez où l'UEFA décide d'organiser ce tout premier Final Four de l'histoire de 2019 ? Au Portugal. En apprenant la nouvelle, tous les Portugais ont un frisson dans le dos. Une phase finale, à domicile, avec un trophée à la clé. Les flashbacks de l'Euro de 2004 et de la défaite tragique contre la Grèce reviennent taper à la porte. Est-ce que la malédiction du pays organisateur va encore frapper ? Ok, demi-finale juin 2019, Portugal-Suisse. Le match est tendu. Cristiano Ronaldo a ouvert le score très tôt sur un coup franc impressionnant dont il a maintenant l'habitude, mais la Suisse égalise sur pénalty en deuxième mi-temps. Un partout et le match a l'air de se diriger tout droit vers les prolongations. Mais n'oublions pas que Ronaldo a maintenant 34 ans. Il a joué des milliers de matchs et il s'est joué sous pression. Il ne veut pas perdre à domicile, et encore moins si c'est à une victoire de la finale. Alors il motive son équipe pour cette deuxième partie du match, et à la 88e minute, Bernardo Silva, le nouveau génie du milieu portugais, glisse un ballon en retrait. Ronaldo arrive lancé et claque une frappe puissante. 2-1. La Suisse n'est plus dans le match, à tel point que 2 minutes plus tard, CR7 s'amuse avec la défense suisse et finit par mettre un troisième but. Le triplé de Ronaldo emmène le Portugal en finale. Et cette grande finale se joue au stade du Dragon à Porto. L'adversaire est les Pays-Bas. Une équipe néerlandaise terrifiante qui est en pleine renaissance avec des joueurs très techniques et puissants. Donc c'est le moment de vérité. Le match commence et c'est hyper tactique. Les Néerlandais ont le ballon mais la défense portugaise dirigée par un Ruben Dias au top de sa forme ne laisse strictement rien passer. Le Portugal de 2019 n'est plus l'équipe de 2016 qui subissait tout le match. Ils sont clairement en confiance. Les occasions se présentent pour les deux équipes, mais principalement pour le Portugal, qui peine à rentrer le ballon au fond des cages. 60e minute de jeu, Bernardo Silva récupère le ballon côté gauche et voit une ouverture. Il glisse une passe parfaite à l'entrée de la surface de réparation. Gonçalo Guedes arrive lancé et sans aucune hésitation, déclenche une frappe monumentale. Et c'est un premier but pour le Portugal. Mais ce n'est pas fini, il reste 30 minutes et on a déjà vu des retournements de situation se produire. Les Pays-Bas jettent toute leur force dans le temps imparti, mais le Portugal ne se laisse pas faire. Et donc, c'est une fin de match.
le Portugal remporte la toute première édition de la Ligue des Nations de l'histoire, à la maison, devant leur public. La boucle de 2004 est définitivement réparée. Malgré ça, les critiques sont là. Beaucoup de personnes diront que ça ne vaut pas un euro ou un mondial et donc minimisent la valeur sportive de ce titre. Pourtant, les équipes ont joué à fond. Ce n'était pas un match amical ou si une équipe perd, ce n'est pas grave. Avec quelque chose à gagner à la fin, tout le monde est motivé et donne le meilleur de soi-même. Et c'est ce qu'on verra lors de l'édition suivante. Mais vous savez ce qui est le plus important avec ce trophée ? Ce n'est pas une coupe de plus. Ce titre vient prouver au monde entier que l'Euro de 2016 n'était pas un accident ou comme certains aiment dire, un braquage. Le Portugal commence à prendre une place importante à la table des rois de l'Europe, qu'une nouvelle génération dorée avec des Bernardo Silva, des Bruno Fernandes, des Ruben Dias était prête à prendre le relais d'un grand Cristiano Ronaldo. L'enjeu majeur est de voir jusqu'où cette équipe peut durer. Rater un euro ne les empêche pas de viser une Coupe du Monde, rater une Coupe du Monde ne les empêche pas de rester compétitifs en Ligue des Nations. Le plus important, au fond, ce n'est pas d'empiler les titres en continu, ce qui est quelque chose de très difficile, mais de rester une équipe qui revient régulièrement au sommet. Alors, de 2019 jusqu'à aujourd'hui, concrètement, qu'a fait le Portugal ? 2020. L'incertitude de faire cet euro à cause du Covid a fait que la compétition a été jouée en 2021. Le Portugal débarque avec une étiquette énorme sur le front, champion d'Europe en titre et vainqueur de la Ligue des Nations. Et surtout, sur le papier, c'est l'une des équipes les plus terrifiantes de la planète. Ce n'est plus juste Ronaldo et les autres, c'est Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota, João Cancelo, Ruben Dias. Sauf que le tirage au sort leur réserve une petite blague. La France, qui est championne du monde, l'Allemagne qui est un adversaire redoutable pour le Portugal, et la Hongrie. Ouais, merci l'UEFA. Les matchs de poule sont fous, le Portugal bat la Hongrie, se fait gifler par l'Allemagne 4-2 et fait un match nul spectaculaire contre la France. Ils passent en 8ème de finale et là, ils affrontent la Belgique avec certains joueurs stars de l'époque. C'est un match ultra fermé. Le Portugal joue bien, ils ont plus souvent le ballon, mais à la 42e minute, Hazard lâche une frappe flottante de l'extérieur de la surface qui donne l'avantage à la Belgique. En deuxième mi-temps, le Portugal enchaîne les frappes mais rien ne rentre. C'est terminé. Le champion d'Europe est éliminé dès les 8ème. C'est une énorme claque. La génération dorée 2.0 vient de se rendre compte que le talent individuel ne suffit pas pour rouler sur tout le monde. Mais bon, on se rassure au pays. Au Portugal, on se dit ok, c'est un accident, Fernando Santos a peut-être fait son temps avec son jeu défensif, mais on a la Coupe du Monde au Qatar l'année prochaine pour se rattraper. Et pour la Coupe du Monde de 2022, celle-ci a un goût assez particulier. Parce que le bruit de couloir actuel c'est la toute dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo. Il a 37 ans, c'est sa dernière chance absolue de toucher le seul trophée qui lui manque pour boucler le jeu. Et c'est important pour le Portugal que l'un des meilleurs joueurs au monde, qui a mis la lumière sur leur pays, puisse s'offrir mutuellement ce cadeau. Une Coupe du Monde pour CR7, une Coupe du Monde pour les fans portugais. Donc oui, les enjeux sont grands. Le tournoi commence, le Portugal sort premier de sa poule en battant le Ghana et l'Uruguay, malgré une défaite contre la Corée du Sud. On arrive en 8ème de finale contre la Suisse. Et là, avant même que le match commence, une terrible nouvelle tombe. Fernando Santos, le sélectionneur, décide de mettre sur le banc Cristiano Ronaldo. Le capitaine de l'équipe, le meilleur buteur de l'histoire du pays, ne jouera pas le prochain match. La presse ne parle que de ça. C'est un énorme scandale. Celui qui remplace Ronaldo est Gonçalo Ramos, un petit jeune de 21 ans. Avant le match, tout le monde pense que le Portugal va prendre cher. Mais le jour du match, Ramos compte bien faire comprendre qu'il est plus qu'à la hauteur. Le match commence et le Portugal domine dès les premières minutes contre la Suisse. À la 17e minute, Ramos marque le premier but. Et à partir de là, ça va s'enchaîner. But des Portugais à la 33e minute par Pep. Deuxième but de Ramos, but de Guerreiro, but de Ramos à nouveau sont triplés dans ce match. Rafael Leao marque le 6e et dernier but de cette rencontre, prouvant une chose. Le Portugal peut gagner sans Ronaldo, et si celui-ci veut jouer, il doit prouver sa valeur, comme n'importe quel autre joueur. Voilà donc le Portugal qualifié pour aller en quart de finale, éliminant par conséquent la Suisse.
L'euphorie est totale, le Portugal arrive en quart de finale en étant l'immense favori, parce que leur adversaire est le Maroc. La belle surprise du tournoi, l'équipe que personne n'attendait, qui vient d'éliminer l'Espagne au tir au but. Sur le papier, le Portugal doit gagner, Ronaldo est encore sur le banc, coup de sifflet, les Portugais se donnent à fond, mais les Marocains défendent beaucoup trop bien. C'est un bloc équipe compacte, solide, impossible à percer. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Ouais, le fantôme de la Grèce en 2004. 42e minute, un centre marocain est envoyé dans la surface. L'attaquant marocain saute à 2,78 m de haut, au-dessus du gardien portugais Diogo Costa, et c'est un but, 1-0. Dès le début de la deuxième mi-temps, Fernando Santos panique et fait entrer Ronaldo. C'est sa dernière mission, il doit sauver le pays. Le Portugal attaque, se donne, essaye tout ce qu'il peut. João Félix claque une frappe magnifique que le gardien Bounou sort du bout des doigts. Pep à la 97e minute, à la toute dernière seconde, a une balle d'égalisation de la tête à 1 mètre du but, et elle passe à côté. C'est fini, le Maroc passe et le Portugal est éliminé. La caméra cherche immédiatement Cristiano Ronaldo, et l'image qu'on va voir va briser le cœur de millions de fans de foot, même ceux qui ne l'aiment pas. Lui et Messi ont fait beaucoup pour le football, qu'on soit fan de l'un ou de l'autre, voir ces images de ces légendes qui nous ont fait aimer ce sport, c'est poignant. On voit Ronaldo marcher, seul, dans les couloirs du stade, direction les vestiaires. Il a les mains sur le visage et il pleure. Des pleurs de désespoir total, parce qu'il a compris. Il n'a pas réussi à faire ce que le monde lui demande depuis tant d'années. Il ne sera jamais champion du monde. La Coupe du Monde, ce trophée maudit pour le Portugal, vient de lui échapper pour la dernière fois. L'équipe qui avait survolé son 8e de finale vient de s'écraser contre le mur marocain. Le football peut être d'une cruauté absolue. Mais peut-être qu'il reste encore un espoir. Alors que le pays tout entier est en deuil sportif, une nouvelle page doit se tourner. Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, est viré. L'ère de la défense avant tout, c'est fini. Une nouvelle génération va prendre le relais et autant vous dire que personne ne voyait ça venir. La fédération portugaise fait appel à un nouveau chef d'orchestre, l'Espagnol Roberto Martinez. L'objectif est clair. On oublie le jeu ultra défensif, on veut dominer, on veut marquer des buts. Il faut comprendre que c'était les seuls en Europe à faire ça. Peu d'équipes à ce niveau de talent, comme l'Espagne, la France, l'Allemagne, jouent aussi fermement en bloc bas. Ils ont des joueurs très forts dans des clubs très prestigieux, il faut donc jouer comme tel. Alors, est-ce que Roberto Martinez va réussir son pari ? Pour vous donner une idée du changement, pendant les qualifications de l'Euro 2024, qui se jouent en Allemagne, c'est une véritable boucherie. 10 matchs joués, 10 victoires, 36 buts marqués, 2 buts encaissés. Le Portugal roule littéralement sur l'Europe entière. La hype autour de l'équipe est à son paroxysme. Les fans se disent que cette fois, avec ce mélange de vétérans légendaires et de jeunes pépites, c'est la bonne. On arrive en Allemagne pour l'Euro 2024, le groupe semble plutôt abordable, la République tchèque, la Turquie et la Géorgie. Premier match contre les Tchèques et c'est plus galère que prévu. Le bloc adverse est solide, le score est bloqué à 1 de chaque côté, on est à la 92e minute dans le temps additionnel. Vous vous souvenez du petit Francisco Conceição, le gars dont j'ai parlé tout à l'heure, le fils de Sergio. Il rentre en jeu et en moins de 3 minutes sur le terrain, il marque le but de la victoire. Ensuite, le Portugal déroule et détruit la Turquie 3-0. Ils sont qualifiés pour les 8e avant même le dernier match. Comme l'équipe est sûre de passer, l'entraîneur veut tester l'équipe B, celle qui est sur le banc la quasi-totalité du temps. Le match contre la Géorgie, ils perdent 2-0. Mais l'essentiel est là, le Portugal est en 8e. Et ce 8e contre la Slovénie, ce match est un ascenseur émotionnel. Pendant 90 minutes, la Slovénie défend comme si sa vie en dépendait. Mais sur le terrain, on voit un Ronaldo stressé, ratant plusieurs fois des coups francs dont il a le secret. Il s'énerve contre lui, ne joue pas au top de sa forme. Le problème dans tout ça n'est même pas son âge, mais qu'il soit capitaine. C'est vers lui qu'on se dirige quand ça ne va pas. C'est la figure de « ne vous en faites pas, on va y arriver, gardez espoir ». Sauf que pendant le match, c'est le premier à flancher. Et donc on voit que ça impacte tout aussi bien l'équipe. Durant le match, rien ne passe. On va en prolongation. 105e minute, Diogo Jota est à rien des cages adverses, entouré par 5 défenseurs de la Slovénie, qui vont le faire tomber. Résultat, coup de sifflet, penalty pour le Portugal. Et là, personne d'autre que le capitaine ne peut avoir ce rôle pour marquer ce penalty. Cristiano Ronaldo, 39 ans, s'avance. C'est l'occasion rêvée de plier le match. Plusieurs fois, il a tiré sans que ça ouvre le score, et donc là, c'est l'occasion rêvée.
Son entraîneur compte sur lui, ses coéquipiers comptent sur lui, tout un pays compte sur le capitaine de la Seleção. Alors il s'avance, il tire fort, et Jan Oblak, le gardien slovène, sort une parade monumentale, ce qui dévie le ballon sur le poteau. Et là, on assiste à une scène irréelle. Ronaldo craque. Il craque comme lors de la dernière Coupe du Monde face au Maroc. En plein milieu du match, pendant la courte mi-temps des prolongations, il fond en larmes. Certains de ses coéquipiers viennent le réconforter. Oui, c'est un gars qui a tout gagné dans sa vie. Il est milliardaire, il a du talent, il peut avoir tout ce qu'il veut. Mais l'amour et la pression de porter son pays le font encore pleurer sur un terrain de foot. Parce que le poids qu'il porte est devenu trop grand avec le temps. Et le temps, il en a bientôt plus. Voilà pourquoi il craque. Le match se termine à 0-0. Et ça, dans un match de compétition pareil, ça veut dire une chose. Tir au but. Le gardien portugais Diogo Costa comprend que ce poids que porte Ronaldo, il n'est pas que sur lui. Toute l'équipe le porte. Alors il est temps de prouver que ce n'est pas un seul joueur qui peut faire la différence, mais n'importe quel joueur qui est dans cette équipe. Diogo Costa, le gardien, s'avance pour arrêter le premier but. Son regard est terrifiant parce que, à cet instant précis, il a atteint un stade qu'on appelle la zone, l'état de flow. Un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximal de concentration, de plein d'engagement et de satisfaction dans son accomplissement. Le temps n'existe plus, toute distraction disparaît, plus rien n'existe sauf l'instant précis de ce sur quoi la personne est concentrée. Cet état de zone est un stade qu'on peut atteindre dans le sport, le travail, la musique et bien d'autres domaines, mais on ne contrôle pas son arrivée. Sauf que dans ce contexte bien précis, Diogo Costa a activé son état de flow, sûrement sans s'en rendre compte, et c'est ce qui va littéralement sauver le match. Le gardien portugais arrête le premier but. Ronaldo est le premier joueur à tirer, malgré tout ce qu'il a raté dans la partie. Il n'est pas sûr de lui ni de son tir, mais il doit montrer l'exemple. Il tire et ça rentre, bien que le gardien slovénien a failli arrêter le tir. Il prend pas la peine de célébrer, il s'excuse et laisse place à Diogo Costa à nouveau. Le numéro 3 slovénien tire, mais Costa arrête à nouveau le tir. Ce qui ne sera pas le cas du gardien de la Slovénie qui se prend un deuxième but. Le Portugais s'avance à nouveau aux cages, très confiant, prêt à arrêter le troisième but de la Slovénie. Avant même que le ballon quitte la pelouse, Diogo Costa s'élance vers sa droite. Il sait déjà que le ballon ne rentrera pas. Les Portugais marquent le dernier but et c'est une victoire pour le Portugal. Ce match était un duel de gardiens. Et Diogo Costa a su gérer du début à la fin. Il est le premier de toutes les équipes de la Seleção à arrêter 3 tirs au but dans un championnat pareil. Alors le Portugal va en quart de finale et comme toujours, ils affrontent soit l'Espagne, soit la France. Et pour l'Euro de 2024, ce sera la France. Cristiano Ronaldo contre Kylian Mbappé. Avant, la France gagnait chaque rencontre, mais depuis quelques années, c'est devenu très serré, allant parfois jusqu'au tir au but. Pour ce match-là, en quart de finale, ça donne quoi ? Ça donne que le match est d'une tension extrême. C'est hyper fermé, hyper tactique. Les deux équipes ont quelques occasions, mais rien ne passe. 0-0 à la fin du temps réglementaire, 0-0 à la fin des prolongations. On va encore au tir au but. La tension est palpable, les deux équipes ont une pression énorme, les Français marquent, les Portugais aussi. Arrive le tour de João Félix, il frappe. Et le ballon vient s'écraser violemment sur le poteau. Il a raté son penalty. Théo Hernandez transforme le dernier penalty pour la France. C'est terminé. Le Portugal est éliminé en quart, ce qui est le cas depuis les 3 dernières grandes compétitions entre Coupe d'Euro et Mondial. Et les images de fin sont déchirantes. Pep, le défenseur central du Portugal depuis presque autant de temps que Ronaldo, le guerrier de 41 ans qui vient de jouer un tournoi monstrueux, s'effondre en larmes sur l'épaule de son capitaine, qui le console. C'est la fin d'une époque. Le tout dernier championnat d'Europe de ces deux légendes qui ont porté la Seleção pendant 2 décennies.
ils sortent avec les honneurs. Ils ont joué le match comme ils le pouvaient, de la meilleure façon possible. Une page immense du football portugais vient de se fermer en Allemagne. Et la nouvelle génération va devoir prouver qu'elle est capable de porter ce lourd héritage. Les grands champions de ce tournoi va être l'Espagne, avec un jeune joueur qui a commencé à faire parler de lui, enchaînant les records et les titres. Ce qui se dit, c'est qu'il est terrifiant, et il sera probablement l'un des plus grands noms du football mondial d'ici quelques années. Mais pour l'instant, l'année de 2024, pour les Portugais, c'est terminé. Ok, on arrive à la partie la plus intéressante de la vidéo. Le signe que les Portugais doivent garder espoir pour une Coupe du Monde, notamment la Coupe du Monde de 2026, qui commence d'ici à peine quelques jours. Pour l'instant, on reste en 2024. Parce qu'on est à l'aube d'un énorme tournoi, l'un des plus beaux tournois qu'on ait eu de voir ces dernières années. Et bien sûr, on est après la Coupe de l'Euro de 2024. D'ailleurs, après l'Euro qui s'est déroulé durant l'été de la même année, l'idée dominante était que Ronaldo avait peut-être disputé son dernier grand tournoi, parce qu'il n'avait pas marqué et que sa fin de compétition avait relancé les doutes sur son niveau. Certains médias ont même écrit que c'était possiblement la fin de l'histoire en sélection portugaise. Mais ce n'était pas une conclusion officielle. Roberto Martinez, le sélectionneur de l'équipe du Portugal, a dit juste après l'élimination qu'il était trop tôt pour parler de retraite internationale. Et contre toute attente, Ronaldo est appelé en septembre 2024 pour la deuxième édition de la Ligue des Nations. Donc 3 mois après leur élimination contre la France, durant l'Euro 2024, le Portugal dispute à nouveau un grand tournoi avec, globalement, les mêmes joueurs. Toutes les équipes européennes sont présentes. Mais qu'est-ce qui peut bien faire la différence en si peu de temps ? Si l'Espagne vient de gagner le titre européen, alors ce sont clairement les favoris pour gagner la Ligue des Nations, non ? Eh bien oui, ils sont favoris, de très loin d'ailleurs. Mais le sélectionneur de l'équipe du Portugal a un plan. Ne pas reconstruire toute l'équipe. L'idée n'est pas du tout de repartir de zéro, mais de refaire une transition en douceur. D'un côté, on donne définitivement les clés du jeu aux jeunes prodiges qui ont pris en maturité, Vitinha, Rafael Leão, Nuno Mendes, Diogo Costa, et de l'autre, on garde le patriarche, Cristiano en pointe. Il n'est plus là pour courir partout pendant 90 minutes, il est là pour faire ce qu'il sait faire de mieux en match, finir les actions et encadrer mentalement cette nouvelle génération. Surtout qu'il a un objectif personnel totalement dingue en tête, la barre mythique des 1000 buts en carrière. Pour les prochains matchs, Martinez s'est appuyé sur un groupe déjà très fort, avec de la variété tactique, en alternant entre une défense à 3 ou à 4 et en adaptant le plan selon les 3 attaquants alignés. Alors regardons ce que ça donne pour les premiers matchs de la Ligue des Nations en septembre 2024. Dès le premier match contre la Croatie, le Portugal joue un football ultra offensif et fluide. Et qui marque le but de la victoire ? Ronaldo, son 900e but en carrière au passage. L'émotion est dingue. Mais cette rencontre donne le ton des phases de groupe pour le Portugal. 4 victoires, 2 matchs nuls. Ils sortent premiers de leur groupe. Alors voici le tableau pour les quarts de finale qui se jouent en mars 2025, avec des matchs allés et des matchs retour uniquement sur ces phases-là. Le premier match fait mal, car même si Diogo Costa arrête un penalty à la 24e minute, et même plusieurs tirs venant du Danemark, le Portugal perd 1-0 à la fin du match. Fort heureusement, il y a le match retour, donc il suffit d'avoir au moins 2 buts d'avance pour gagner le match, sinon c'est tir au but. Et pour le coup, le match retour, c'était vraiment autre chose. À la 3e minute de jeu, Ronaldo obtient un penalty et... ça ne donnera pas but. Mais les occasions vont s'enchaîner et le Portugal est bien plus offensif que lors du précédent match. Le premier but sera un CSC, un contre son camp, par le Danemark, et donc on égalise au score global. À la seconde mi-temps, le Danemark joue moins défensif et crée quelques occasions de tir. Il marque à la 57e minute suite à un corner. La pression monte du côté des joueurs portugais car ils ne peuvent pas égaliser au score du match, ils doivent avoir forcément un but de plus pour gagner au score total des 2 matchs. Le match n'est clairement pas fini, et le Portugal arrive enfin à trouver un second but dans cette partie par un goal de Ronaldo suite à un poteau sortant de Bruno Fernandes. Sauf que le Danemark ne va pas laisser passer ça, et en seulement 4 minutes, ils avancent avec le ballon et égalisent au match retour. Le Portugal doit marquer en moins de 15 minutes, sinon ils seront éliminés. À la 86e, Trincao marque un but, grâce à lui le Portugal va pouvoir aller en prolongation. Et à la première minute du temps prolongé,
Trincao marque à nouveau, faisant de lui l'homme du match. Ramos viendra achever les Danemarkais avec un 5e but. Le Portugal est officiellement qualifié pour aller en demi-finale. On est en juin et les Portugais doivent affronter l'Allemagne. Sur 20 rencontres entre les deux pays, l'Allemagne a gagné 11 fois, il y a eu 5 matchs nuls et 4 victoires côté Portugal. Sachant que, depuis l'Euro de 2000, le Portugal n'arrive plus à les battre dans une compétition officielle. On se souvient encore de 2014 ou du 4-2 lors de l'Euro 2021. Bref, psychologiquement, c'est un mur. Mais les Portugais ont quand même une chance face à l'Allemagne, ils jouent très différemment des années précédentes, alors peut-être que la solution se trouve ici. Le match commence et sans grande surprise, c'est un combat de tranchées. Les Allemands sont solides et les Portugais peinent à trouver la faille. Le chrono tourne, la tension monte et on se dit que la malédiction allemande va encore frapper. Ce qui est le cas en fait, parce qu'il marque au tout début de la seconde mi-temps. On approche de la fin du match, c'est là que le sélectionneur Roberto Martinez décide de faire un changement. Il appelle un gars sur le banc, Francisco Conceição. Le tout dernier joueur à avoir terrassé l'Allemagne, c'était Sergio Conceição avec son triplé historique en l'an 2000. Le fils de Sergio rentre sur la pelouse et là, en moins d'1 minute sur le terrain, il trouve l'ouverture et il marque. Le public est en folie. Ce petit gars vient de faire exploser la défense allemande en quelques secondes. 3 minutes plus tard, c'est le capitaine qui marque un but pour enfin donner l'avantage à son pays. Le Portugal s'impose et élimine l'Allemagne. La malédiction de 25 ans vient littéralement d'être brisée par le propre fils de celui qui l'avait initié. Je vous l'ai dit, parfois l'histoire s'écrit vraiment toute seule. Et donc, le Portugal est en finale de la Ligue des Nations pour la 2e fois. Mais pour une grande finale, il faut un adversaire à la hauteur de l'événement. Et devinez qui s'est qualifié de l'autre côté du tableau pour venir affronter les Portugais pour le titre. Ce ne sera pas la France cette fois-ci, ce sera l'Espagne. L'éternel rival. Repensez au tout début de cette vidéo, le tout premier match officiel de l'histoire de l'équipe du Portugal en 1921. Entre ces deux pays, c'est bien plus qu'une histoire de football. Il y a une guerre d'ego, d'histoire, de culture, et ça dure depuis plus d'1 siècle. Et autant vous dire que les jours qui précèdent cette finale sont interminables. La préparation est sous très haute tension. Dans les médias, on ne parle que de ça. La presse espagnole parle de sa nouvelle génération de génies intraitables, les Lamine Yamal, les Nico Williams. La presse portugaise, elle, met en avant l'expérience, la résilience de son équipe et l'incroyable longévité de son capitaine. Dans le camp d'entraînement du Portugal, Roberto Martinez précise qu'il faut une concentration absolue. On étudie l'Espagne à la vidéo des heures entières. Pep n'est plus là pour faire peur aux attaquants adverses, alors c'est à Ruben Dias de prendre le rôle du patron, de motiver ses coéquipiers dans les vestiaires pour les préparer au choc physique qui les attend. Pour Cristiano Ronaldo, il sait mieux que quiconque que cette finale est probablement l'une des toutes dernières pages qu'il écrira avec ce maillot. Il s'entraîne comme un acharné. L'objectif d'ajouter un nouveau trophée international à son palmarès ainsi que de donner un nouveau trophée à tous les fans portugais, face au grand rival espagnol, l'obsède complètement. Tout le monde sait que ce match va être légendaire. Le Portugal va affronter la terrifiante équipe espagnole, celle qui tient le dernier titre de l'Europe et qui vient d'écraser la France en demi-finale, en plus d'avoir fait un massacre durant toutes les qualifications de la Ligue des Nations jusqu'à maintenant. Et le 8 juin 2025, c'est le jour de match. Le stade est plein à craquer, la foule est en délire pendant que les joueurs se mettent sur la pelouse pour chanter leurs hymnes respectifs. Et après tout ça, le coup d'envoi est donné. Et très vite, on comprend pourquoi l'Espagne terrorise l'Europe en ce moment. Il ne compte pas lâcher le ballon. Mais le Portugal ne se laisse pas intimider et tente d'imposer son propre rythme. Les premières minutes sont intenses, l'Espagne finit par mettre le pied sur le ballon et commence à devenir très dangereuse. Nico Williams et Lamine Yamal accélèrent sur les côtés. Arrivé à la 21e minute, Yamal, depuis l'angle droit de la surface, lance un centre dangereux vers le point de pénalty.
Rúben Dias tente de dégager, mais c'est mal repoussé. La défense s'en mêle les pinceaux et le ballon atterrit plein axe. Juste devant le milieu espagnol, Zubimendi. Il est tout seul, il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. 1-0 pour l'Espagne. C'est un scénario pas fou pour l'instant. Prendre un premier but sur une erreur de dégagement dans une finale, ça peut détruire le mental d'une équipe. Mais les Portugais ont des ressources. À peine 5 minutes plus tard, à la 25e minute, Nuno Mendes prend les choses en main. Il rentre dans la surface côté gauche et lâche un tir croisé puissant à ras de terre. Le ballon fait trembler les filets, un partout. La Seleção réagit instantanément. Le match s'équilibre, les deux équipes se rendent coup pour coup. L'Espagne joue de manière très offensive, mais la défense portugaise tient bon. On se dit qu'on va rentrer au vestiaire sur ce score nul, mais à la 45e minute, pile avant la pause, Pedri trouve une passe parfaite dans la surface pour Oyarzabal. L'attaquant espagnol croise son tir du pied droit et c'est un 2-1. Le bruit du sifflet de l'arbitre sonne la mi-temps. C'est pas facile. Le Portugal rend coup pour coup, mais l'Espagne mène la danse. Dans les vestiaires, Roberto Martinez sait qu'il doit rééquilibrer son équipe. Il fait des choix forts dès la reprise, il sort João Neves et Francisco Conceição pour faire entrer Nelson Semedo et Rúben Neves. Le but est de reprendre le contrôle et stopper les percées espagnoles. Et vous savez quoi? L'effet est immédiat. Le Portugal domine ce début de deuxième mi-temps. À la 48e minute, Bruno Fernandes fait exploser de joie les supporters en marquant, mais l'arbitre lève son drapeau. Le but est annulé pour hors-jeu. Mais le Portugal continue de pousser. L'organisation tactique est bien meilleure. Le contrôle du ballon côté portugais est vraiment supérieur. Nuno Mendes domine largement son côté et arrive à remonter les ballons très rapidement. 61 minutes de jeu, Nuno Mendes, encore lui, est intenable sur son côté. Il accélère, laisse littéralement Lamine Yamal sur le côté et centre en retrait vers le point de pénalty. Et qui est là pour surgir? Cristiano Ronaldo. Il reprend le ballon en plein vol et fusille le gardien. 2 partout. Le capitaine frappe encore et le Portugal revient finalement au score. À partir de maintenant, le match peut basculer d'un côté comme de l'autre. C'est un vrai combat. L'Espagne fait des changements pour amener du sang neuf, le Portugal fait entrer Rafael Leao pour dynamiser la défense avec sa vitesse, Diogo Costa fait une parade spectaculaire sur un tir lointain d'Isco à la 83e minute pour sauver son équipe. On approche de la toute fin du temps réglementaire. 87e minute, gros coup dur. Cristiano Ronaldo reste au sol. Il semble blessé et ne peut pas continuer. À la 88e minute, il est obligé de céder sa place à Gonçalo Ramos. Perdre son leader offensif juste avant de potentielles prolongations et éventuellement les tirs au but, c'est dur. L'arbitre annonce 2 minutes de temps additionnel. Bruno Fernandes tente un dernier coup franc qui met Unai Simon en difficulté, mais ça ne rentre pas. Fin du temps réglementaire. 2 partout. Rien n'est joué. Après un match d'une intensité folle, les deux équipes sont à bout de souffle et on file tout droit vers les prolongations. Prolongation dont le coup d'envoi est donné par le Portugal. Et bizarrement, au lieu de s'effondrer, le Portugal attaque cette prolongation avec une fin de loup. Dès la 92e minute, Nuno Mendes, qui a fait un match absolument monumental, déborde encore sur la gauche. Il centre fort au premier poteau. Nelson Semedo reprend et le ballon rase le poteau gauche. On a frôlé le 3-2 d'entrée de jeu. L'Espagne n'y arrive plus physiquement. Le flanc gauche portugais avec Nuno Mendes et Rafael Leao est devenu un véritable cauchemar pour la défense espagnole. Leao prend tous les ballons. 99e minute, la tension monte. Nuno Mendes fait une incursion énorme. Il rentre dans la surface de réparation, il s'écroule. Tout le banc portugais se lève pour réclamer le penalty. Mais l'arbitre fait signe de continuer. La frustration est telle que les esprits s'échauffent, ça s'embrouille sur le terrain entre les joueurs. L'arbitre doit intervenir et sort les cartons jaunes pour Nuno Mendes et l'Espagnol Baena. Fin de la première mi-temps de la prolongation. Le Portugal a clairement dominé, mais le score est toujours bloqué 2 partout. Les joueurs ont à peine le temps de boire un peu d'eau que ça repart. Pendant la mini-pause, l'Espagne sort son prodige Lamine Yamal pour faire entrer Pino, et le Portugal remplace Pedro Neto par Diogo Jota. Dans cette deuxième période, la fatigue atteint son paroxysme. L'Espagne essaie de remettre le pied sur le ballon pour endormir le match et éviter les foudres de Rafael Leao. Mais Leao est inarrêtable. À la 107e minute, le défenseur espagnol Pedro Porro est obligé de faire une grosse faute sur lui pour l'arrêter en pleine vitesse et prend un carton jaune.
Le chronomètre tourne, les deux équipes jettent leur toute dernière force. L'Espagne tente un dernier coup de génie. Un ballon en profondeur hyper dangereux est lancé pour Baena dans la surface portugaise. Mais Diogo Costa retourne vite au niveau des cages. Heureusement, le ballon passait au-dessus. Et c'est fini pour les prolongations. Ce match est d'une intensité folle. Une finale de Ligue des Nations légendaire où les deux frères ennemis de la péninsule ibérique se sont rendus coup pour coup, sans jamais qu'aucun ne réussisse à mettre l'autre à terre. Mais dans le football de compétition, il faut un vainqueur, il faut un champion. Et pour départager ces deux équipes, le trophée va se jouer sur l'épreuve la plus cruelle, la plus stressante et la plus terrible de ce sport, les tirs au but. Les joueurs se rassemblent dans le rond central, ils se tiennent par les épaules. Sur le banc de touche, Cristiano Ronaldo a le regard figé. Il ne peut plus rien faire. Il n'est plus maître de son destin. Tout repose maintenant sur ses coéquipiers et surtout sur Diogo Costa. Souvenez-vous de l'Euro 2024. Souvenez-vous de l'état de flow. C'est maintenant qu'il faut le réactiver. C'est le Portugal qui tire en premier. Et c'est Gonçalo Ramos qui s'avance. Le gamin qui a remplacé Cristiano Ronaldo à la 88e minute. La pression sur ses épaules est monstrueuse. S'il rate le premier tir, il met son équipe dans le gouffre. Il pose le ballon, s'élance et tire en force plein centre. 1-0 pour le Portugal. Côté espagnol, Mikel Merino s'avance et transforme en tirant sur la droite. 1 partout. Vitinha, le petit génie du milieu, prend le ballon. Il croise sur la gauche et c'est un 2-1. Mais l'espagnol Alex Baena répond immédiatement en prenant Diogo Costa à contre-pied. 2 partout. Personne ne tremble. Le niveau de cette séance de tir au but est exceptionnel. C'est au tour de Bruno Fernandes. Il marque sans trembler, 3-2, mais le vétéran espagnol Isco ne se laisse pas intimider et transforme lui aussi, alors que Diogo Costa était pourtant parti du bon côté, 3 partout. On arrive au 4e tireur portugais. C'est Nuno Mendes. Le mec a couru pendant 120 minutes, il a marqué un but, provoqué des fautes. Il a été le meilleur joueur du match sur le terrain. A-t-il encore la lucidité pour tirer ? Il s'élance et il nettoie la lucarne droite. Une frappe imparable. 4-3 pour le Portugal. C'est au tour de l'espagnol Alvaro Morata, le capitaine espagnol. Diogo Costa est sur sa ligne. Il le fixe. Le stade retient son souffle. Morata s'élance. Il ouvre son pied pour tirer sur la gauche de Diogo Costa. Mais le gardien portugais a lu dans ses pensées. Le stade explose. Le Portugal vient de faire le break. On arrive à la balle de match. Si le prochain tireur portugais marque, c'est terminé. C'est Ruben Neves qui prend cette responsabilité monumentale. Il a été l'un des premiers changements de Roberto Martinez à la mi-temps pour stabiliser l'équipe. Il marche vers le point de pénalty. Unai Simon saute sur la ligne pour le déstabiliser. Ruben Neves recule. Il s'élance. Et c'est ça qui rend ce sport aussi intense. Les joueurs portugais explosent. Ruben Neves court vers le poteau de corner, poursuivi par toute l'équipe. Diogo Costa est enseveli sous une montagne de joueurs. Et sur le bord du terrain, l'image est magnifique. Cristiano Ronaldo, malgré sa blessure, court en boitant sur la pelouse. Il fond en larmes, mais cette fois-ci, ce sont des larmes de pure libération. Il comprend à cet instant précis que son héritage est assuré. L'équipe a su finir le travail sans lui sur le terrain. La nouvelle génération prometteuse est devenue une génération victorieuse. Lors de la remise du trophée, c'est lui, le capitaine éternel, qui soulève la coupe vers le ciel sous une pluie de confettis dorés et rouges. Le Portugal devient la toute première nation de l'histoire à remporter 2 fois la Ligue des Nations. Ils ont dompté l'Espagne, leur rival historique, ils ont vaincu leurs propres démons. Il faut se rappeler tout le chemin parcouru par cette sélection, et même par toutes les sélections portugaises. Ils savent d'où ils viennent, à quel point c'est important pour eux, mais surtout pour leur pays, le Portugal. En montant dans le bus qui les ramène chez eux, qu'est-ce qu'ils écoutent ? Évidemment, de la musique populaire bien de chez eux. C'est des petits gars qui ne pensaient jamais arriver à gagner des titres pour leur pays. Aucune sélection ne l'avait fait avant, alors pourquoi avec eux ce serait le cas ? Mais ils n'ont jamais abandonné cette idée. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à faire l'impossible.
Personne ne croyait en eux, personne. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont rentrés en avion à Lisbonne? Ils n'ont même pas attendu de sortir dans les rues, ils étaient encore dans l'avion quand on est arrivé comme un troupeau pour festoyer ça avec ses champions. C'est ça la magie du sport, et c'est ça la magie du football. Créer des moments uniques, qu'ils soient malheureux, joyeux, ils restent inoubliables. Durant les derniers mois, les différentes équipes portugaises enchaînent les titres, à commencer par les plus jeunes joueurs qui joueront plus tard dans l'équipe A. Le Portugal, le petit pays qui regardait les autres jouer au foot au 19e siècle, le pays maudit qui pleurait dans les années 80, 90 et 2000, vient de prouver une chose au monde entier. La résilience finit toujours par payer, et aujourd'hui, peut-être que le nouveau roi d'Europe, c'est le Portugal. Alors pour cette Coupe du Monde de 2026, d'ici quelques jours, on aura enfin la réponse finale. Est-ce que le Portugal de Cristiano Ronaldo peut lui donner le titre qu'il attend depuis tant d'années? Est-ce qu'aujourd'hui, le Portugal remportera le titre le plus prestigieux du monde? Ce qui est sûr, c'est que l'équipe actuelle n'a jamais été aussi proche d'atteindre ce but. Cette vidéo rend hommage à Diogo Jota. Après avoir remporté la Ligue des Nations et disputé ce dernier match, il a été victime d'un accident de voiture le 3 juillet 2025. Le monde du football lui a rendu hommage lors de nombreux matchs. Pour finir sur une note plus positive, j'aimerais vous dire bon mondial à tous. Profitons de ces derniers instants avec les plus grands joueurs du monde. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça me soutient énormément. Et si vous voulez faire des vidéos comme je fais actuellement, donc ce format un peu storytelling, vous avez mon ebook en description qui vous apprend comment faire ça. C'était JP, à la prochaine, salut à tous, ciao ciao.